Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. Ce 11 mars 2023 fera date, messieurs, dames, car les Français ont écrasé l'Angleterre sur la pelouse de Twickenham. Les joueurs de Fameux Galtier se sont imposés 53-10. Oui, les Blancs en ont collé 50 au 15 de la Rose, l'ennemi de toujours. Avec moi, avec le sourire surtout, pour débriefer cette rencontre, Vincent Bissonnet. Salut Vincent. Salut Vincent. Voilà, vous êtes des habitués maintenant. Vincent est un habitué, tout comme moi, du plateau. Et lui aussi avait fait le premier match, si je me souviens bien, du tournoi Italie-France. C'est Maxime Gutiérrez. Salut Max. Salut à tous, salut les gars. Voilà, donc on est ensemble, je l'ai dit, pour débriefer cette historique victoire, on peut le dire. Hein. Max, je vous préviens, il a déjà plein de records en boîte pour nous en sortir pendant plus d'une heure. Parce que oui, on va être pendant plus d'une heure en live pour débriefer ce match. Et Max sera chargé bien sûr de récolter toutes vos questions et on y répondra avec grand plaisir. Ah ouais. Comme d'habitude. N'hésitez pas les gars, vous êtes beaucoup déjà, n'hésitez pas, on est déjà quasiment 800 en live. Donc, voilà, c'est exceptionnel. J'espère que vous serez aussi bons que nos Français, ce sera difficile. Mais rassurez-vous, vous serez meilleurs que les Anglais. Pour commencer cette première partie, comme d'habitude, ensuite il y aura les notes qui sont bien sûr très élevées de nos journalistes, de nos collègues qui sont à Twickenham avec Jérémy Fadak qui nous rejoindra, bien évidemment, en fin d'émission. Donc, Vincent, on l'a dit, victoire historique. Personne ne s'y attendait, on peut le dire, mais les Français ont touché le ciel ce samedi après-midi sur la pelouse de Twickenham. Ouais, personne ne s'y attendait. On savait les Bleus sur une meilleure dynamique, avec beaucoup plus de confiance, de certitude que les Anglais. Il n'y avait pas de doute là-dessus. On s'interrogeait un peu sur la capacité de réaction des Anglais, sur leur caractère. On pouvait s'attendre, entre guillemets, pour la première fois depuis très longtemps, à une victoire française à Twickenham. S'attendre à une telle démonstration. En revanche, là, je pense que même les plus optimistes de nos supporters ne pouvaient pas y croire. Ça s'est déroulé presque comme dans un rêve, avec beaucoup dès l'entame, un récital de rugby sur chaque possession, de l'engagement dans les dominations dans les rucks, domination en touche, domination partout, dans le jeu courant, dans les impacts évidemment. C'est ce que je pensais te lancer, c'est la première action qui a duré 2 minutes où les Français ont directement crucifié ces Anglais avec l'essai de Thomas Ramos, bien sûr l'action où déjà on s'est presque levé avec Seriba qui croque peut-être déjà un surnombre. Au final le jeu se déploie, étant du mortier perse, directement 2 minutes de jeu, les Français étaient derrière la ligne. Et là je pense que directement les Anglais, en manque de confiance face à des Bleus, eux en confiance, là directement le ton était donné et malheureusement pour les Anglais, ça a fait cher à la fin. Ouais, cette première action, elle a dit beaucoup de choses quand même de ce qu'on a vu avec des Anglais de suite imprécis, avec ce jeu au pied, un petit peu d'occupation, mais qui n'est pas très bien donné. Romain Ntama qui s'efforce de garder le ballon dans le terrain. Alors on voit qu'il n'était pas sur des possessions pure et dure. La volonté de garder le ballon, parce que je pense qu'on savait qu'en les jouant, on pouvait les mettre à mal. Et après, un récital de rugby avec, là où cette action elle est symptomatique aussi, c'est avec 2 merveilleuses interventions de nos avants, avec Thibaut Flamand, Charles Yvon. Parfait. Et après, un 2 contre 1 que ne peut pas mieux jouer Étienne Dumortier, je pense. Il rentre un petit peu. Il rentre un peu sa course et, pour offrir un boulevard à Thomas Ramos qui n'en demandait pas trop. Donc, une action qui disait tout de ce que l'on allait vivre pendant 80 minutes. Voilà, Max, si jamais il y a des questions, je suppose que ça discute dans le chat. Ça réagit beaucoup. Tout le monde est à fond. Sur ce début de match, parce qu'ensuite, les Français ont mis de suite de pénalité ensuite, 10-0, 17-0, il me semble. Là, de suite, ça s'est envolé. Du réalisme en plus, vraiment une... Justement, ma question, la suivante, c'est, bien sûr, on est euphorique parce qu'il y a plus de 50 points marqués, mais tu as dit qu'il n'y avait pas eu que de la dépossession. C'est vrai, on l'a vu en fin de match notamment avec Thomas Ramos qui a percé, Antoine Dupont qui s'est amusé à traverser tout le terrain. Il y a 35 points, c'est plus facile de faire de la repossession. Je pense surtout à l'efficacité du 15 de France. Est-ce que là, le 15 de France a joué son meilleur rugby ? Ce samedi soir, c'est le meilleur rugby que pouvait faire produire le Français. La France a joué son meilleur rugby. Et 2, la France, en plus, avait été bénie des dieux aujourd'hui. On l'a vu. C'est qu'il y a des actions à son comique. Presque le coup de pied de Guelficou sur l'aile. C'est très bien joué, c'est peut-être volontaire, mais il y a le rebond. Il y a tout. Il y avait tout aujourd'hui. Alors, on dit que la chance ne sourit qu'aux audacieux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la France a joué un rugby presque parfait. Et en plus, avait avec elle tous les rebonds presque. Oui, parce que on parlait des records, mais pour rappeler déjà quelques dates importantes qu'on avait beaucoup soulignées, sans parler de records avant ce match, depuis 2007, les Français n'avaient plus gagné à Twickenham, et depuis 2005, dans le tournoi.
Donc c'est quand même, les Bleus frappent fort. Alors bien sûr, c'est pas du tout la même génération. Les Anglais, là, ils les ont enfoncés et les Français, ils ont frappé fort et avec notamment 3 doublés. On disait que 7 essais marqués. La défense de l'Angleterre a complètement explosé. Et si Max, je ne sais pas s'il a quelques records en boîte. Les records, j'en ai partout. Il en a partout, ce qu'il nous a dit tout le match. C'était Optamax pendant le match. On en souriait. Mais quelques records si tu veux. Bien sûr, alors franchement, on a vraiment battu beaucoup de records, et surtout des records négatifs pour les Anglais. En fait. Oui, forcément. La victoire la plus large des Bleus en Angleterre, c'était 11-3 jusqu'à présent. 8 points d'écart, il y en a 43 là. La victoire la plus large des Bleus sur tout terrain confondu, en France, terrain neutre, en Angleterre, c'était 24 points d'écart. Il y en a encore une fois, il y en a 43. Ils n'avaient jamais encaissé plus de 41 points à la maison, on leur en a mis 53. Donc vraiment, on a battu beaucoup de records, beaucoup de records négatifs. Je pense que la presse anglaise, on en a rigolé un petit peu pendant le match. Et la presse anglaise, demain... Non, ils vont pas louper leurs joueurs. On a connu ça. Oui, on est passé par là. Non, c'est clair. On est passé par là. Chacun son tour. La retourne a tourné. Parce que c'est vrai qu'on avait aussi beaucoup parlé, Vincent. Fabien Galtier n'avait jamais gagné à Twickenham depuis qu'il est arrivé à la tête du 15 de France. Est-ce que c'est le plus beau match de l'ère Galtier aujourd'hui, au-delà du France-Nouvelle-Zélande, au-delà du France-Afrique du Sud au Vélodrome? J'ai l'impression que je te pose une colle, Vincent. Non, pas une colle, non, mais parce qu'en fait je réfléchis, mais en fait je vois vraiment pas ce qui peut être comparable. Déjà parce que tout entraîneur dira qu'une victoire à l'extérieur a quand même une valeur particulière. Voilà, dans un contexte un peu bizarre où finalement les Anglais avaient moins à perdre que nous. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu cette espèce d'atmosphère un peu étrange autour de la rencontre. Donc il y avait un petit piège pour les Bleus et ils s'en sont sortis avec une maestria incroyable. Donc effectivement, puis après il y a tous les chiffres, tout ce qu'on dit en termes de chiffres, mais il y a aussi cette impression de toute puissance et toutes ces performances individuelles. On en parlera avec les notes, mais des masterclass dans toutes les lignes. Donc si on met tout bout à bout, je vois vraiment pas comment, pas comment, hormis en finale de Coupe du Monde quand on blague ou que la victoire du Grand Chelem contre les Anglais, tu vois, des matchs comme ça. Ouais, parce que ça a une saveur particulière en plus. Parce que la victoire des Blacks, tu es toujours là à dire ils avaient perdu la semaine d'avant. Ouais. Enfin, à trouver des dire s'il n'y avait pas eu l'interception de Penaud, est-ce qu'on n'a pas eu un peu de réussite à un moment. Tandis que là, de la première à la dernière minute, t'as mis une véritable leçon de rugby à des Anglais qui sont pas les meilleurs Anglais de tous les temps, évidemment, mais quand même 53 points à Twickenham. Faut quand même se rendre compte de la portée de la performance, même si c'est pas les meilleurs Anglais de tous les temps. C'est quand même c'est historique. Oui. C'est surtout qu'on sait que forcément le tournoi Destination a un goût plus particulier qu'un test match. Avec des All Blacks qui sont en fin de saison, on le sait, en novembre, les équipes de l'hémisphère sud ont joué le Super Rugby. Les Français et les Irlandais commencent presque leur saison avec quelques matchs dans les pattes. Donc c'est toujours surtout l'enjeu de ce match et que l'attente rend cette victoire un peu plus historique. C'est la première fois qu'on gagne un gros match, un match très important. C'est un match très important, même si l'Angleterre en ce moment est moins en forme. C'est la première fois qu'on domine du début à la fin, qu'il n'y a pas un moment où on se dit on va peut-être perdre, on n'est pas en contrôle. Là on maîtrise du début à la fin. Il manquait un peu cette victoire. Moi j'ai toujours dit dans la troisième mi-temps, dans ces moments-là quand on en discute, j'ai toujours dit qu'il me manquait une victoire des Bleus où ils écrasaient leur adversaire, où ça finissait avec 50 points contre qui que ce soit. On n'a pas mis 50 points pour l'instant, on a mis 50 points à personne. Là, bon. Après, c'est vrai que les victoires, par exemple, pour en parler d'une victoire récente face au Box, alors n'avait pas le même sentiment d'euphorie autour, mais je pense que dans la construction du groupe, elle était tout aussi importante. Parce qu'arriver à s'arracher face à un adversaire qui nous a entre guillemets dominé avec un scénario de match complètement fou, dans la construction du groupe, c'était hyper important. Mais ce qu'ils ont réalisé aujourd'hui en termes de confiance, de vécu, de certitude, c'est aussi c'est monstrueux. Non mais c'est surtout qu'on en parlait pendant la semaine ici dans la réaction du Middle. L'Angleterre-France ou le France-Angleterre, c'est le match le plus important de l'année, presque. À part les années Coupe du Monde, cette année, on sait que c'est en France et peut-être que s'il y a la finale, ça dépassera tout, surtout s'il y a victoire des Français. Mais cette Angleterre-France, c'est toujours un moment particulier. Dans les années, on va dire, lambda, sans Coupe du Monde, on l'attend plus que les autres, surtout côté supporters. Niveau supporter, on a vu les Anglais quitter Twickenham à la 70e. Honnêtement, alors je suis assez jeune quand même, mais dans un stade de rugby, personnellement, j'ai pas de souvenir de ça dans le tournoi ou autre. Je sais pas, toi peut-être tu as vécu des moments de l'équipe de France, mais pas des raclés non plus à domicile. Donc je sais pas s'il y a un stade de France qui s'est vidé, mais à la 70e, quand tu es joueur de rugby, tu te fais écraser en mêlée, t'en prends parce qu'à la fin c'était la débandade quoi. Les deux essais de Penaud, c'était en marchant. Penaud il tirait la langue, il narguait les Anglais. Enfin nous on est contents parce qu'on est français. Mais je me dis, t'es anglais, il va falloir se relever de ça quoi. Et les Français là ils ont appuyé là où ça faisait mal pour le 15 de la Rose.
Ah ouais, mais là, c'est vrai que pour eux, c'est la pire chose qui pouvait leur arriver avec. Puis j'étais sur un tournoi plutôt correct jusqu'à présent. Il y avait la défaite face à l'Écosse. C'est à l'Écosse, qui avait quand même fait mal, mais bon, ils avaient gagné au Pays de Galles, ils avaient quand même réussi à battre l'Italie, donc ils pouvaient toujours, entre guillemets, se dire avec une victoire face à la France, même en allant perdre à Dublin. Voilà, on sauve un peu les apparences et on se rassure un petit peu avant la Coupe du Monde. Là, ils repartent de zéro. Là, le chantier, il est. Je pense que la presse anglaise va vouloir tout brûler. Là, ça va être. Le chantier est important. Ça va être une hémorragie là. Mais en même temps, c'est vrai que là. Parce qu'il y a une faillite et puis en plus on voit pas des voilà, ils ont pas perdu sur 4 interceptions quoi. Non, c'est sûr. Ils ont pris une leçon de rugby tout terrain. Alors ils ont eu un peu de mieux en mêlée sur la fin, 2-3 petits trucs. Voilà, on peut toujours dire Freddy Stewart il est quand même assez puissant, mais franchement il y a 1,2 motifs de réjouissance pour les Anglais aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a quelques années, on n'aurait pas pensé dire que les Français donnent une leçon de rugby aux Anglais en 2023. Mais bon, c'est arrivé ce 11 mars, je l'ai dit d'entrée dans l'émission, il fera date. On se rappellera peut-être que dans 10 ans, l'ère Galtier, c'est le match dont tout le monde se rappellera. Au-delà, on en a parlé, de ce France-Nouvelle-Zélande ou ce France-Afrique du Sud. On a suffisamment critiqué le système français pour ne pas reconnaître aujourd'hui tous les bienfaits quand on voit que la veille, les moins de 20 avaient mis à 40 points. Je crois vraiment que le rugby anglais va très très mal. Alors, je crois que le rugby anglais. Dans le chat assez marrante. On a fait notre une avant le match, le Midi Olympique, sur contrôle d'anglais. Bon, là, je pense que c'est 20 sur 20. Quoi. Ouais, 20 sur 20. Félicitations du jury, non ? Je crois que même l'élève a remplacé le maître. Oui, on aurait aimé l'avoir celle-là. Je crois que même l'élève peut remplacer le prof et faire cours à tous les élèves avec son niveau d'anglais. Là, voilà, on en sourit parce que, bien sûr, on est français. On imagine que Outre-Manche, voilà, la une du Midi Olympique. Avec la régie toujours gérée par Baptiste Barba. Voilà, Jonathan Danty, dont on va reparler, bien évidemment, hein, parce que. Il fait une magnifique transition, Baptiste, il m'aide, puisque c'est la transition pour passer aux notes des Bleus. Voilà, Maxime est en train de bouger parce qu'il sait ce qu'il attend. Bouge. Voilà, il va nous dire toutes les notes. Alors, bien sûr, je les ai un peu feuilletées pour préparer l'émission. Elles sont forcément très hautes, beaucoup de 9 sur 10. Donc elles sont très très hautes les notes. Je vais te laisser, Max, c'est ton moment. Ouais, on va faire dans l'ordre en commençant par les avants. Donc la première ligne, Cyril Bay 7 sur 10, Julien Marchand 6 sur 10 et Aldeguerri 6,5 sur 10. Dans des notes plutôt bonnes. Après ça commence à monter très haut avec Thibaut Flamand qui a 9. Paul Willemse 5,5 sur 10. Je crois que c'est le bleu le moins bien noté, si on peut dire ça comme ça. François Cross, Charles Olivon et Aldrit 8 et 9 pour Olivon, les trois ont été exceptionnels aujourd'hui. La charnière Dupont-Tamac, 7 pour Dupont, 8 pour son compère. Étienne Dumortier, 6 sur 10 sur son aile. Damien Penaud, 8 sur 10 sur l'autre aile. Au centre, les deux, Fico et Danty, sont crédités d'un 7. Et Thomas Ramos, lui aussi meilleure note du match avec 9 sur 10, avec son match assez exceptionnel. Donc bien évidemment, on va s'arrêter sur 5 joueurs, mais aujourd'hui, on l'a dit, match exceptionnel, donc on est obligé un peu de bouleverser nos plans et on le fait avec plaisir quand même. Non mais je voulais te lancer parce que le joueur sur lequel vous verrez à l'écran, c'est Thibaut Flamand. Mais d'abord, on en a beaucoup parlé avant le match. J'ai envie de parler un peu d'Oriol Aldeguerri parce que le troisième essai marqué par Charles Olivon vient d'une mêlée où les Français écrasent le 8 de devant adverse. Essai côté droit avec Doriol Aldeguerri face à Ellis Genge, réputé comme un des meilleurs piliers gauche de la planète, qui était capitaine aujourd'hui avec Owen Farrell sur le banc. Le Toulousain, il a montré qu'on pouvait lui faire confiance et que Sipilita Falatea, avec son rôle de finisseur, ça marchait très bien et qu'il n'y avait pas besoin d'avoir des doutes sur le niveau de Doriol Aldeguerri, quoi. Sur les supporters toulousains n'ont pas été surpris, ils le voient jouer régulièrement. Il réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière, toujours aussi costaud en mêlée. Et, vraiment, il a gagné en mobilité, en endurance. Donc, pas une surprise sur le fait qu'il arrive à exister à ce niveau. Après, c'est vrai qu'il avait un sacré défi quand même. Face à Genge, capitaine, tout ce qu'on avait dit. Des Anglais quand même très très massifs. Ils ont un pack à 930 kilos. Ouais. C'était quand même un vrai point d'interrogation. Et c'est vrai que cette mêlée, elle est magnifique, quoi. Juste avant la mi-temps, elle est incroyable. Et, franchement, chapeau dans Aldeguerri parce que. On parle quand même d'un joueur qui partait de très très loin au début du tournoi. Il a fallu qu'il y ait deux forfaits pour le revoir en bleu. Et je trouve que c'est une belle histoire pour lui. C'est encore une belle preuve que le rugby français a des ressources. Un gros vivier. Assez inépuisable, assez incroyable. Donc voilà, franchement, encore très bon. Enfin, voilà, une très belle. Première mêlée en plus, il est sanctionné, je crois. Il prend un bras cassé en fait. Pour un bras cassé, oui, voilà. Pour une introduction trop rapide, en fait, mauvaise introduction. C'est parti. Oui. Non, mais voilà, sans complexe. Et non, franchement, une très belle. Il a 7 sur 10. Il a 6,5 sur 10. C'est vrai, parce qu'après,
Aldeguerri, j'ai envie de dire, a fait du Aldeguerri, il est quand même discret dans le jeu. Pour ceux, je suppose qu'il y a beaucoup de qui suivent le Stade Toulousain et le top 14 dans le chat et qui nous regardent. Mais on l'a vu à côté. Aujourd'hui, c'était vraiment parce que c'était une première ligne 100% toulousaine. Et c'était vraiment ce qu'on voit tous les week-ends avec Cyril Baye. J'ai pas envie de dire qu'il prend la lumière, mais qu'on voit beaucoup plus ballon en main parce que ce sont ses qualités. Et ensuite, dans Aldeguerri qui lui se contente d'écraser Ellis Genge. Bon, c'est déjà pas mal. Mais voilà, on parlait de cette mêlée. C'est vrai qu'à ce moment-là, il y a 20-3 pour les Français. Là, la mêlée fait la différence. Et c'est d'Olivon. C'est à ce moment-là où même nous, on se disait 20-3, ça peut quand même revenir. 27-3 juste avant la mi-temps avec la transformation en coin de Thomas Ramos. Le match, on n'a pas voulu trop se projeter, mais on avait envie de dire il était tué, quoi. Il n'y avait pas de source d'espoir des Anglais. Oui, ça changeait vraiment la physionomie. On était sur le 20-3. On disait, première période parfaite des Français. Mais attention quand même à la révolte. C'est vrai qu'à 27-3, je pense même mentalement pour les Anglais, même s'il y a un petit sursaut en début de deuxième mi-temps. Logique, voilà. C'est le contraire qui aurait été anormal. Mais effectivement, cet essai-là, je pense que psychologiquement, il a vraiment mis les Français vraiment 2 crans au-dessus et les Anglais 6 pieds sous terre, je pense. Oui. Alors, pas trop loin de Aldeguerri, du coup, il y avait Thibaut Flamand. Alors, pas derrière lui, puisque c'était Paul Willem C. Thibaut Flamand, 9 sur 10. Tu vois, bien sûr, un doublé, 2 essais. Lui qui a quand même grandi en Angleterre, qui a fait toutes ses classes. C'est la belle histoire, quand même. Il a commencé au Wasp, on l'a dit, qui jouait 10. On l'a vu aujourd'hui, puisqu'avec ses petits crochets là sur son doublé, il y a encore des restes de numéro 10. Non, mais Thibaut Flamand, 9 plaquages, aucun manqué. Alors, il nous avait habitués à plus de 25 plaquages en Irlande. Aujourd'hui, il n'a pas eu trop besoin de défendre, mais il a fait le boulot, il n'a pas loupé un plaquage. Thibaut Flamand, il n'était pas prévu dans le 15 de départ déjà, il y a quelques semaines, puisque Cameron qui s'est blessé. Ouais. Mais j'ai envie de te lancer la question, Bissot, c'est le meilleur Français depuis le début du tournoi. Aujourd'hui, Thibaut Flamand. Ouais, je pense qu'il doit avoir une moyenne stratosphérique, parce qu'à chaque émission, on dit le plus grand mec. Oui, le plus grand mec. Il doit avoir une moyenne de. Il était à 58 plaquages avant le tournoi déjà. C'était le meilleur placard. C'était le meilleur placard du tournoi. Donc ça commence à faire. Ah, mais voilà, il marque en Italie. Il marque en Italie. Il fait 27 plaquages. En Italie, je crois. Ou un truc comme ça en Irlande. L'Écosse, il est très bon. Bon, aujourd'hui, mais 2 essais. Plus de essais complètement différents. Le premier, là, c'est tout ce qu'on attend je trouve, d'un deuxième ligne. Une course tranchante à 3-4 mètres de l'embut sur lequel le joueur là, met de l'impact et gagne son duel pour aplatir. Alors, on entend plus ça de Paul Willem à la base. C'est ce que j'ai envie de te dire, c'est pas son style de jeu. Mais en fait, Flamand, il nous habitue. Il n'a pas de style, il sait tout faire. Oui, voilà, déjà. Il sait tout faire. Non, mais c'est vrai qu'il nous a surpris. Oui, mais il fait quand même presque 120 kilos. On le prend pour un joueur assez fluet, mais il sait tout faire. Et je trouve que aujourd'hui, son doublé, il le montre. Il y a cette course vraiment tranchante où il prend ses responsabilités, où il gagne son duel, il aplatit. Il n'y a absolument rien à. C'est le cas de le dire, c'est implacable. Oui. Et il y a la deuxième intervention où on voit qu'avec sa mobilité, il arrive à. Oui. Voilà, on pourrait presque plus s'attendre des 3/4 à la réception d'un petit jeu au pied, et c'est lui qui est là, et c'est lui qui met le petit step là, le petit crochet à Max Malins. Crochet magnifique, et il a sur 2-3 mètres cette accélération, comme tu disais, c'était un numéro 10 avant, qu'il a gardé quand même de vraies attitudes. Je sais plus quoi dire sur Thibaut Flamand. Non, mais sur le faire aussi, sur la vision du jeu, il sent le coup. Non, mais il va le remettre là. C'est le deuxième in moderne. C'est le deuxième in moderne par excellence. C'est vrai que plus quoi. C'est vrai que c'est complémentaire avec Paul Willem. Il a du rugby, il sent le rugby. C'est exactement ce qu'on dit de Cameron Wauquiez quand il a commencé à prendre ce poste de numéro 4, le deuxième in moderne qui fait jouer, qui joue, etc. Et puis il y a une forme de constance sur la durée, sur l'engagement. On a pu reprocher à Cameron Wauquiez de ne pas forcément toujours donner des garanties en termes d'engagement, même en club, on le voit des fois. Avec le Racing, sa nonchalance, je ne suis pas le premier à le dire, a pu lui être reproché. À Thibaut Flamand, je ne suis pas sûr que Hugo Mola soit souvent mécontent de lui, et Fabien Galtier encore moins. Non, mais c'est surtout, on parlait de Cameron Wauquiez sans rentrer dans le débat Flamand ou Wauquiez, parce que Wauquiez est encore blessé, et puis il reste de longs mois avant la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est inimaginable de sortir Thibaut Flamand du 15 de départ. On peut être honnête, aujourd'hui. La réponse est oui, c'est inimaginable. Je ne sais pas si dans le chat, bien sûr, peut-être qu'il y a des supporters du Racing ou des fans de Cameron Wauquiez. Je ne dirais pas qu'il est aussi indispensable qu'Antoine Dupont aujourd'hui, mais pas loin. Mais... Aujourd'hui, dans le pack, c'est vrai que c'est de ceux qu'on met en premier. Grégory Aldrit, comme Cyril Baye. Comme Cyril Baye, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas la colonne vertébrale à proprement parler, mais Thibaut Flamand, aujourd'hui, c'est un des 4-5. C'est vraiment des 4-5 joueurs qui me font dire qu'on a tout pour être champion du monde.
Max, dans le chat, est-ce qu'ils sont contents de Thibaut Flamand? Je suppose quand même. Devine. Devine. Contents de Thibaut Flamand. Non, vraiment, ils disent tous Flamand est trop fort. Dans les offloads, il joue, il a pris une super place dans ce 15, il est imbougeable. Vraiment, les gens sont d'accord. Pour l'instant, Thibaut Flamand. Les formes de rugby face à l'Afrique du Sud, il est bon. Il n'y a pas de blessure pour l'instant. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est complémentaire. Son duo est complémentaire avec Paul Willemse. Il faut aussi le dire, Paul Willemse ne fait pas le tournoi de sa vie. Encore une fois, c'est sa plus mauvaise note. Il a souvent été blessé. Aujourd'hui, celui qui reprend la deuxième ligne, c'est Thibaut Flamand, qui peut-être aussi prend plus de responsabilités parce que Paul Willemse n'est pas au meilleur de sa forme. Je ne sais pas si tu es d'accord, parce que Paul Willemse, quand même, sa puissance fait toujours du bien. Mais aujourd'hui, il faut que Thibaut Flamand prenne peut-être plus les devants. Peut-être qu'il y a un an, le premier essai qu'il met... Je pense que c'est... Enfin, en tout cas, si c'est le cas, s'il y a un système de phase communicant, je pense que c'est complètement inconscient. C'est juste un joueur, aujourd'hui, je pense qu'il se sent bien dans ses crampons, qui prend ses responsabilités, je pense qu'il prend du plaisir sur le terrain. Voilà, il a la chance de jouer dans un club où les deuxièmes lignes... confiance, déjà. Où les deuxièmes lignes, voilà, ont vraiment un rôle un peu clé. Voilà, on les voit souvent dans la ligne de trois quarts, jouer en pivot. Je pense que c'est un joueur qui est bien dans son rugby, qui est bien dans sa tête, qui a confiance en lui et ça se ressent. Voilà. C'est vrai que sortir. Je me demande je pense que le prochain match il va mettre des drops, quoi. Je vois pas. Il prend encore. Je regarde les stats encore une fois. Il prend encore 5 ballons en touche. Il est en touche. Il est partout dans tous les secteurs du jeu. Aujourd'hui, il a été un secteur où il n'est partout au plus haut niveau. C'est vrai. Et un joueur aussi pour fermer un peu le chapitre Thibaut Flamand, qui peut aussi dépanner en troisième ligne, qui est polyvalent, qui a aussi commencé en équipe de France avec le numéro 5 aussi, on peut se rappeler contre l'Argentine, numéro 5, donc, et contre l'Afrique du Sud aussi, il me semble. J'ai pas envie de dire de bêtises en novembre, quand il prend le KO, mais il offre, et d'ailleurs à Toulouse, il est souvent remplaçant même parce qu'il couvre deuxième, troisième ligne. Alors c'est un peu paradoxal vu le niveau qu'on voit aujourd'hui, mais voilà, il offre des possibilités que d'autres n'offrent pas au staff du 15 de France, et on s'en réjouit. Pour passer aux autres joueurs, et à l'autre joueur, c'est Charles Olivon. Lui aussi, 9 sur 10, si je ne me trompe pas, voilà, je l'ai noté. Un doublé, lui aussi, on avait dire, parce que je le rappelle, il y a 3 joueurs qui ont mis un doublé quand même à Twickenham. C'est sur les 7 essais, il y a 3 joueurs qui sont allés 2 fois derrière la ligne. Charles Olivon, 12 courses, 2 essais. J'ai envie de dire seulement 5 plaquages, parce que les Français n'ont pas eu à défendre, par exemple, comme contre l'Irlande ou même contre l'Écosse. 2 manqués. Mais si on s'arrête vraiment au boulot offensif et surtout en début de match où il a assuré tous les coups d'envoi anglais sans faire de bêtises, propre, belle libération. Charles Olivon aujourd'hui, il a gonflé le torse. On parlait de l'absence d'Anthony Jelonche, mais bon, Charles Olivon, c'est bien. Il a assumé la troisième ligne dans sa totalité, a assumé ce qu'elle devait faire contre l'Angleterre. Charles Olivon, pour moi, il est à la troisième ligne, ce que Thibaut Flamand est à la deuxième ligne. C'est quand même un joueur qui est capable d'absolument tout faire. Alors, on a pu l'oublier à un moment parce qu'il avait perdu un peu de sa brillance, notamment offensivement. Faut se souvenir que c'est un numéro 8 à la base de formation très, très talentueux, capable de faire jouer derrière lui, qui a vraiment de belles mains. Et c'est vrai qu'on pense à plus l'avoir vu dans un rôle de patron du jeu aérien et de gros défenseur. Et là, il nous a rappelé à tous aujourd'hui quel fantastique joueur de rugby il pouvait être balle en main. Et je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour le 15 de France de voir un Charles Olivon qui monte autant en puissance. Voilà, j'en avais déjà dit, mais j'en avais parlé avec Emmanuel Rinardoki qui disait qu'il était content de l'avoir vu revenir à son niveau. On en parlait avant le France-Japon, mais il disait pour moi, un joueur de ce niveau, il doit être capable de faire ses passes après contact qui font la différence au niveau international. Et aujourd'hui, première action, il fait une différence, balle en main, il fait une très belle transmission. Voilà, franchement, c'est un joueur qui, comme Thibaut Flamand, quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui n'a pas peur qui s'engage, qui est pas timoré. Voilà. Je trouve que c'est vraiment ce genre de joueurs là qui nous permettent de prendre le contrôle d'un match, d'avoir notre destin en main. Olivon, il rappelle à tout le monde que c'est quand même le capitaine de cette équipe avant de se blesser. On l'a quelque peu entre guillemets enterré quand Kroos, Jelonche et Aldrit marchaient sur le monde entier. Il y avait Dylan Cretin sur le banc, il y avait Woki, il y avait Macalou. On se demandait même si Olivon allait revenir en bleu et s'il allait retrouver sa place de titulaire. C'est ce qui est fantastique, cette équipe de France, c'est que là, la semaine dernière, on perd Anthony Jelonche, qui était un des hommes forts des Bleus. Alors, je pense que tous ses coéquipiers pensent à lui, personne l'oublie. Mais c'est vrai que finalement, sur le match, quand on voit la performance de la troisième ligne, on se dit, mais voilà, ça... En fait, on est tout le temps rassuré, quoi. Comme au poste de pilier droit, voilà, on dit on parle de vivier. On parle de vivier, c'est voilà. Il est fou. Ouais.
Il est fou, et parce qu'on parlait d'Aldeguerri, c'était le 5e pilier droit. Oui, parce voilà. que voilà, derrière, devant lui, il y avait Antonio, Awas, Laclaya et Falatea. Donc 5e pilier droit, titulaire à Twickenham et qui assure. Non, mais bon, Charles Olivon, c'est vrai. Il y a peut-être une émulation justement dans ce groupe. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un a sa chance à saisir, il l'a saisi. Il y a peu de joueurs qui sont passés au travers d'une petite opportunité qu'ils ont eue. Je ne sais pas si c'est la gestion du groupe ou le Thomas Ramos qui partait d'un peu loin et qui s'était révélé. Parce que voilà, les joueurs savent que s'ils ne sont pas à leur meilleur niveau, ils ne reviendront pas. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de dynamique positive qui aujourd'hui. Ou le staff aussi qui arrive à vraiment mettre en confiance tout le monde, à vraiment créer un vrai groupe lors des entraînements, peut-être à haute intensité avec les automatismes, bon forcément qui laissent des traces comme ce mercredi avec Mathieu Jalibert, mais c'est un autre débat. Mais ils arrivent à créer une émulation où tout le monde est dans le moule, même si ça ne fait entre guillemets que 2 ou une seule semaine qu'ils sont là. Tout le monde assure sur le terrain, et depuis le début de l'ère Galtier, force est de constater que tous les joueurs qui sont arrivés un peu par surprise, on a envie de dire, même si le talent n'était plus approuvé, ils ont toujours assuré. On parle de l'arrière, par exemple Anthony Boutier ou même Melvin Jamin en Australie. C'était vraiment tous les joueurs qui rentrent assurent. Et puis on disait que Fabien Galtier ne bougeait pas trop son 15 de départ, était assez conservateur. Il l'est, c'est vrai. Mais quand un joueur est sensationnel, montre sur le terrain qu'il peut mériter sa place, il n'hésite pas à changer, quoi. Il y a des chances que des joueurs gagnent leur place. L'ont gagné par le passé. Gabin Villard a gagné sa place sur une tournée d'été. D'autres joueurs ont gagné leur place. Peut-être que certaines sont imbougeables maintenant. Si Thibaut Flamand a gagné sa place, il y a des chances qu'il ait gagné sa place. Est-ce que Aldeguerri va pas à un moment donné aussi montrer sur 1, 2, 3 matchs qu'il peut garder sa place aussi? J'ai l'impression qu'ils savent donner leur chance aux joueurs et leur faire comprendre que si t'es très bon, on te bougera pas, même si l'autre a un statut peut-être meilleur. Il y a certains qui gagnent leur place comme ça, quoi. Oui, après je pense quand même qu'il y a quelques. Il y a évidemment quelques cadres, évidemment, on est d'accord que si. Pour ne pas les nommer. Non, mais je pense qu'il y a un cap aussi qui a été, au-delà du talent, un cap qui a été franchi mentalement. Les Français font plus de complexes sur la scène internationale. Ils savent que chaque joueur qui arrive sait qu'il a le potentiel pour exister. Et ils le montrent tous, finalement. Les Français n'ont plus peur de personne et tout le monde a peur des Français. C'est aussi ce qui a beaucoup changé par rapport aux saisons précédentes dont tu rigolais, notamment en 2019, si je ne me trompe pas, où le crunch s'était moins bien passé pour les Français. Un peu moins bien. Voilà, à la mi-temps, c'était l'autre sens. Voilà. Mais bon, on ne va pas rappeler les mauvais souvenirs. Voilà. Aux côtés de Charles Olivon, il y avait François Cros, on l'a noté, qui a été énorme, mais il y avait surtout le numéro 8, Grégory Aldrit, qui lui aussi, on va dire depuis le début du tournoi, ne montrait pas son meilleur visage. Il était sorti dès la 13e minute à l'Écosse et n'était pas face à l'Écosse et n'était pas revenu. Aujourd'hui, c'est 8 sur 10. Les notes du middle, 15 courses, et notamment l'essai qu'il offre juste avant la mi-temps à Charles Olivon, du grand Grégory Aldrit, qui a rassuré un peu tout le monde, j'ai envie de dire, Vincent. Ouais, je suis vraiment content pour lui. Parce que, c'est bien, il te le rend bien. Ouais, mais non, je trouve que c'est un joueur qui a toujours été exemplaire dans son approche, dans son investissement, dans son engagement. Là, il avait eu une période où effectivement on le sentait moins tranchant, on le sentait un peu moins percutant, voilà. Et donc forcément, comme toujours, on se pose quelques questions. Je suis vraiment content qu'il ait répondu. Il ne pouvait pas y avoir de réponse plus évidente, plus incontestable. Voilà, on l'a reconnu, comme on l'avait aimé, avec cette capacité, à trouver de l'avancée, à faire jouer derrière lui. Il y a des offloads magnifiques de sa part, de l'engagement. Alors, on l'a vu. Moi, il y a un ou deux rucks, c'est marquant. On le sent qu'il a cette envie d'aller. On voit, il a l'œil rivé sur le porteur de balle. Il dit, je vais le croquer, quoi. Et il le croque. Et on voit vraiment aujourd'hui, il était dans cette démarche très très conquérante. Et il sort encore aujourd'hui masterclass comme il en avait sorti tant sur les 2-3 derniers tournois. Dès le début du match, il a transpercé la défense anglaise où il a percuté l'arrière parce que la défense anglaise avait bien défendu sur le coup, il faut le dire. Donc ça savait peut-être à pas grand-chose de faire la passe. Mais c'est surtout, Grégory Aldrit, il nettoie les ballons qui sont moins propres que les autres. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais à plusieurs reprises, je l'ai vu, des ballons qui vont sortir du ruck ou autre, il les relève. Il résiste à la défense pour permettre à tout le monde de se replacer. C'est des ballons qu'on ne retient pas, mais qui sont importants. Le fait d'Grégory Aldrit, c'est plutôt une belle idée parce que justement, il a ses capacités à toujours battre le premier défenseur et même des fois, à tirer les défenseurs, à passer les bras et à mettre ce qu'il fait pour Antoine Dupont sur l'essai. Parce que
l'action elle n'est pas si simple que ça à jouer, parce que les Français dominent tellement que la mêlée, voilà, elle part un peu en travers. Il faut pas prendre non plus la mauvaise décision. Et là, il joue magnifiquement le coup. Il y a aussi quand même beaucoup d'intelligence situationnelle de QI rugby. Donc voilà, un Grégory Aldrit qui a remis les points sur les i. Voilà, les points sur les i qui est prêt pour affronter le Pays de Galles la semaine prochaine. Voilà. Il fait avec La Rochelle. Dans le chat, Max, si jamais il y a des avis. Dans le chat, ça parle du fait que Aldrit aujourd'hui a joué 80 minutes et il n'a pas été remplacé, il n'avait pas joué le week-end dernier. Ouais, c'est vrai qu'il a, là, tu le disais, tout le monde dit qu'il a montré que sur 80 minutes, il avait retrouvé un niveau incroyable. Ouais, parce que les 80 minutes, on sait qu'il peut les tenir. En fait, voilà, il y a un petit débat sur est-ce que Aldrit aurait dû sortir, est-ce qu'on aurait dû le préserver à la fin, est-ce que oui, est-ce que non. Alors, c'est un peu ça le débat. Alors oui, vous allez me dire, parce que je me permets de donner un peu mon avis, mais vous allez me dire, vu que le score était fait, ça n'aurait pas trop dérangé, mais le numéro 8, on va dire le deuxième numéro 8 de la hiérarchie, c'était Anthony Jolanche. Ouais. Aujourd'hui, si tu sors Grégory Aldrit, qui finit en numéro 8 ? Alors vous allez me dire c'est Koumakalou, mais on l'a rarement vu jouer numéro 8. Oui, mais je veux dire peut-être qu'il y a une hiérarchie où le staff voulait pas complètement bouleverser ses plans, laisser François Cross sur l'aile, Makalou troisième lignel, c'est très bien comme ça, et Grégory Aldrit, et peut-être aussi lui montrer quand même, lui redonner un peu confiance. Voilà, je l'ai évoqué, mais il est sorti à la 13e minute contre l'Écosse. Je pense que lui, quand tu es compétiteur, tu le prends pas très bien. Tu te dis, oui, pourquoi on n'a pas sorti quelqu'un d'autre ou pourquoi on va pas faire rentrer. Aujourd'hui, peut-être que le staff a aussi fait un peu de social avec Grégory Aldrit de manière à lui dire, tu es en forme, tu nous portes, reste tout le match et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu de signe de faiblesse. Donc, non. Je pense qu'il s'est dit, bon, c'est un joueur, ça ne le dérange pas de jouer 80 minutes. Je pense que là, il a coupé mentalement, physiquement pendant 15 jours. Il s'est remis d'aplomb. Il peut enchaîner maintenant. En tout cas, il peut enchaîner deux fois 80 minutes. Là, je pense pas qu'il y ait Danty en 8, le chat. Oui, mais voir Danty en 8. Ah oui. Voilà, après, on parle de la polyvalence de Thibaut Flamand. Il y a tellement qui peuvent jouer à plusieurs postes. Cross, on a gagné. Ça a fini numéro 8 la semaine dernière, non? Enfin, il y a le dernier match du tournoi. Peut-être, je sais pas. Ça, je n'aurai pas la réponse, mais je sais que Cross peut jouer numéro 8, bien évidemment. Il l'a déjà fait à Toulouse. Oui. On a gagné les champions du monde en titre avec Sekou Makalou à l'aile. Ouais. Faut-il le rappeler? Mais bon, là, voilà, la polyvalence, bien sûr, c'était pas un problème. Mais je pense aussi que le staff a voulu garder ses plans. Tu vois, dans le chat, et nous aussi, on s'est fait un peu la réflexion. On avait peur d'une seule chose à la fin, c'était pas du score que les Anglais recollent, c'était une blessure, quoi. Ouais. Et c'est vrai on se demandait si Dupont allait sortir. Il n'était pas encore sorti du tournoi, si je ne m'abuse. Ou il était sorti. Mais il n'était pas encore sorti. Non, voilà. Et donc là, on se demandait si Galtier allait faire tourner un petit peu ou non, quoi. Donc c'est peut-être pour ça que les gens ont eu peur, entre guillemets, de perdre le cadre de l'équipe. Oui, non, c'est sûr. Mais c'est toujours pareil, quand c'est redouté, quand le match est fait, on sait qu'au tournoi, 4 essais, c'est le bonus offensif dans la poche. Même si tu en prends 3, il n'y a pas de problème. C'est pas comme en top 14. Donc forcément, même nous, pendant quelques minutes, on voyait Antoine Dupont, à chaque ballon touché, on serrait un peu les dents en train de dire, bon, c'est peut-être le moment de faire entrer Maxime Lucu. Il est sorti à la 68e, 69e, Antoine Dupont. C'est normal. Après, on ne peut pas remplacer tout le monde non plus. Non, je pense qu'il y avait la volonté de réaliser la prestation la plus aboutie en laissant les joueurs. Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de plaisir à prendre sur le terrain dans cette partie. Voilà, prolonger le plus longtemps possible. Je pense que le moindre joueur qui était visé par le staff, il baissait les yeux et il dit faut pas trop que je me fasse voir pour pas qu'on me remplace. Parce que bon, quand tu sais, tu vois, bon, Damien Penaud, il était bien content d'être sur son aile. Au dernier quart d'heure, on rigolait, il n'avait pas touché tellement de ballons, mais il sait toujours se placer. Le Clermontois et futur joueur de l'Aubegley. Reste dans l'embut. À un moment donné, tu vas voir Damien Penaud passer et tirer la langue à aller au milieu des poteaux. Tu sais pas comment il aura fait. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est bon. Et Tandy Mortier aussi a eu peu de ballons, mais il les a bien joués sur le premier essai. On rigole, mais belle transition pour passer à la ligne arrière. Parce qu'on en a parlé. Il n'y a que des belles transitions dans cette émission. D'accord. Avec Baptiste, avec vous. Non, mais au-delà de la charnière, on en parlera peut-être un peu plus tard. Dupont et Tama qui a une très belle note 7 et 8. Il y avait le retour de Jonathan Danty. Un retour efficace, on l'a vu gratter des ballons, on l'a vu être costaud au milieu du terrain. Alors, il n'avait pas des centres du même style, même si Oli Lewens, c'est un peu le même style que Jonathan Danty, un peu robuste. Ouais. Bon, on ne l'a pas du tout vu, le numéro 12 anglais, comme beaucoup d'autres anglais, vous allez me dire, mais bon. Danty, 6 courses, pas de défenseur battu, 9 plaquages, 2 manqués. C'est pas des stats stratosphériques, c'est pas celui qui aura le plus impressionné les observateurs samedi soir, mais il a quand même fait le boulot, il a surtout rassuré. Il a été remplacé, mais il a rassuré que son état physique, il n'y a pas de problème, quoi. Oui, il a rassuré. Pour moi, il a fait plus que rassurer. Il a impacté sur le début de match. C'est un des joueurs qui m'a le plus impressionné, qui m'a le plus marqué. En tout cas, ouais. Et je pense qu'il a le plus marqué aussi les Anglais parce que les premiers impacts, il les gagne, il leur fait mal. Et les premiers temps les premières séquences anglaises, c'est lui qui les casse en fait. Ouais. C'est lui qui les casse par ça. Alors il y a des pénalités évidemment, mais je vois-t-il que pour moi, notamment le premier ballon qui gratte, il envoie vraiment un message aux Anglais, quoi. Et ça a été assez symptomatique parce qu'après les Anglais,
On l'a vu, ils ont eu énormément de mal à trouver de la continuité dans leur jeu. On voyait qu'ils cherchaient, ils étaient un peu en galère de repères. Mais je pense quand même que les premières interventions de Jonathan Danty ont été vraiment décisives, quoi. Pour les Français, pour se rassurer sur la capacité à défendre même dans l'avancée, et les Anglais de se dire on a retrouvé on va avoir du mal à jouer notre rugby. Les gratteurs, il y en a maintenant derrière. Et comme par hasard, les Français ont repris le dessus dans la zone des rucks aujourd'hui. Ça a été, je pense, un des secteurs un peu cruciaux du premier quart d'heure du match, où vraiment on leur a fait mal, parce qu'ils avaient besoin de se rassurer sur leur rugby, et le premier quart d'heure a fait tout sauf les rassurer. C'est là où on parlait du staff aussi. C'est quand même le mérite, parce que Jonathan Danty fait peut-être partie des indiscutables, forcément, quand, même s'il se blesse, on a envie de dire, même s'il a 60-70%, on a envie de le mettre titulaire, par l'importance qu'il a. Mais contre l'Écosse, le staff ne l'a pas mis, n'a pas pris de risque, parce qu'il n'avait joué qu'une moitié de rencontre avec La Rochelle, a attendu ce match, qui joue 80 minutes la semaine dernière avec La Rochelle à Pau, pour le relancer, et forcément il performe. C'est aussi un mérite pour le staff, qui ne fait pas n'importe quoi. Alors vous allez me dire aussi que c'est parce qu'il y a un gros vivier, il y a Moefana qui assure aussi, donc t'es pas dans l'urgence de remettre Danty, mais c'est une magnifique gestion de la bande de Fabien Galtier, qui met toujours les joueurs quand il faut, où il faut, quand ils peuvent, mais ça marche tout le temps, quoi. Ça fonctionne tout le temps. Il y avait quand même eu quelques alertes sur plusieurs cas. On se souvient de Cyril Bay, on s'était posé des questions sur Gabin Villiers. Il y avait le cas de Gabin Villiers. Bon, il ne faut pas généraliser, mais il y avait eu quand même des alertes sur attention, l'état de forme des gars quand on... Peut-être qu'ils ont appris aussi. Quand ils reviennent, alors est-ce que c'est lié ou pas je pense quand même qu'il y a quand même... Ça marque donc, les esprits. Donc je pense que ça entre en considération au moment où on se pose pour coucher les noms sur la table. Et je pense que l'autre point, c'est Jonathan Danty, un joueur quand même qui... Voilà, on le connaît, ça fait presque 10 ans qu'il est en top 14. On sait à quel point il a besoin d'être à 100% physiquement pour être bien dans son jeu. Parce que c'est un joueur qui aime mettre de l'impact, qui a besoin d'être pleinement en capacité musculaire pour intervenir sur le jeu au sol, tout ça. Voilà, donc je pense qu'un Jonathan Danty à 70%, peut-être de lui-même, entre guillemets... se sait un petit peu en forme, en dedans, quoi. Donc voilà, effectivement, je pense qu'attendre une semaine, ça a été bon choix. Un bon choix. L'entraînement de haute intensité lui ont permis de continuer à monter en puissance. Il a joué avec La Rochelle, il avait été très bon à Pau. Et aujourd'hui, on l'a vu en pleine possession de ses moyens. Donc c'est une excellente nouvelle. Il a joué tout le match, je crois. Oui, non, il est sorti. Il est sorti à la fin du Moefana où le score était fait, bien sûr. Et c'est là où on voit, peut-être que le staff a appris, c'est que c'est un des premiers indiscutables à être sorti avant Antoine Dupont, tout ça. Donc on se dit, le score était fait, donc on pouvait sortir Danty, donc on le sort vite, on va pas prendre de risque avec un joueur qui revient de blessure. C'était l'intérêt du 5-3. C'était l'intérêt du 5-3 aussi, de pouvoir coacher rapidement sur... rapidement, de pouvoir coacher sur lui. Voilà. Ok, donc magnifique gestion du staff, s'il nous écoute. S'il nous écoute, peut-être Fabien Galtier en conférence de presse, parce que bien évidemment, il y a Jérémy Fada qui doit être pas trop loin de lui et qui nous rejoindra à la fin de l'émission pour récolter les dernières réactions. Fabien Galtier qu'on a vu énormément ému. Je ne sais pas si vous avez vu, Fabien Galtier, alors il est très... Comme à son habitude. Voilà, comme à son habitude, qui ne se retient pas de pleurer à la caméra, et on le comprend, mais le sélectionneur 15 de France, c'était un moment important. Il a peut-être aussi un peu de pression de n'avoir jamais gagné à la tête du 15 de France à Angleterre, mais voir le sélectionneur ému comme ça marque aussi peut-être aussi les joueurs qui doivent se rendre compte encore un peu plus ce qu'ils ont fait samedi soir. Effectivement. Ouais, il y avait un petit peu de pression quand même. C'est vrai que il y a eu cette défaite quand même en Irlande, où au-delà de la défaite, c'est plus la supériorité. La physionomie du match. La supériorité irlandaise sur les débats qui avait un peu marqué. Et je pense qu'il avait, en tant que technicien, je pense qu'il était un petit peu... ça l'avait quand même, je pense, marqué. Il y avait eu cette partie face à l'Écosse qui n'avait pas été pleinement maîtrisée, donc il y avait cette espèce d'impression... peut-être que l'équipe de France n'était pas aussi forte, quoi, et maître de son sujet que ce qu'on pensait il y a quelques mois encore. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus qu'un motif de dire on est plus que rassuré, quoi. On est complètement ragaillardi, et je pense que par rapport à son projet, par rapport à tout ce qu'il met en place, voir des essais en première main, voir une équipe qui maîtrise autant son sujet, des individualités autant à l'aise dans son système, ça a été... puis bon, l'ampleur historique, tout ça mis bout à bout, ça nous a fait un Fabien Galtier ému aux larmes. Ému et heureux.
comme nous. Nous, il n'y a juste pas l'émotion. Enfin, toi, à la fin du match, je t'ai vu une petite larme, Vincent, mais bon, tu as réussi à la sécher avant de commencer l'émission. Pour revenir aux joueurs, Thomas Ramos, messieurs, lui aussi 9 sur 10. Voilà, il y en a eu beaucoup, je le disais au niveau des notes, c'est logique. 8 sur 9 face au poteau. Thomas Ramos, 5 défenseurs battus. Un essai marqué, bien sûr, le premier, la percée en fin de match. Thomas Ramos a fait Thomas Ramos et continue de montrer qu'aujourd'hui, le meilleur arrière français, c'est le Toulousain. Et aujourd'hui, lui aussi a un peu enterré un débat qui est logiquement né en début de compétition avec notamment Melvin Jaminet. Bon, aujourd'hui, il est éloigné et Thomas Ramos est le numéro 15 de l'équipe de France. Le débat n'est jamais enterré. Oui. Il peut toujours y avoir, il y a toujours des... non. Mais on va dire... surtout sur les âmes. Là, effectivement, à l'instant T, je pense qu'il n'y a pas de débat à l'instant T. Oui. Donc, non, Thomas Ramos, non, qui continue, voilà, effectivement, de marquer des points, c'est le cas de le dire, sur son cheminement international, avec... troisième essai quand même dans le tournoi. On voit que c'est un joueur qui a plein de qualités, mais c'était pas forcément un grand finisseur. Et là, il développe vraiment cet aspect. Puis il marque de manière complètement différente. Voilà, il y a eu un essai opportuniste derrière un jeu au pied en Italie, cette interception face à l'Écosse qui avait été très importante. Et là, il a la poursuite au relais d'Étienne Dumortier. Voilà, je trouve que c'est une nouvelle corde à son arc. Pour le reste, on l'a retrouvé comme on l'aime tant. Non, Thomas Ramos, ça me rappelle ce que me disait David Mellet. Je l'avais sollicité pour le duel entre Freddie Stewart, que David Mellet avait connu à Leicester, et donc Thomas Ramos. Et ça m'est venu plusieurs fois dans le match, même si Freddie Stewart fait une prestation plutôt correcte. Et il a dit, voilà, Thomas Ramos, c'est sans le jeu. Il pue le rugby. Il est toujours là où il faut. Il pue le rugby. Il a vraiment il a cette espèce vraiment de feeling que n'a pas Freddie Stewart. Enfin, David Mellet le reconnaissait, il disait voilà, il a une qualité athlétique incroyable, sous les ballons hauts, c'est peut-être le meilleur au monde. Mais Thomas Ramos sans le rugby, et je crois qu'il n'y a rien qui remplace ça. Et on l'a vu encore aujourd'hui sur les coups qui tentent. Alors, il fait peut-être pas toujours les meilleurs choix. On peut dire est-ce qu'il n'a pas dû passer à Dupont, pas Dupont. Bon. Et franchement, 9 fois sur 10, il sent le coup. Et aujourd'hui, franchement, ce qu'il a. Si on met bout à bout tout ce qu'il a accompli, franchement, c'est quand même une prestation de très 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 haut niveau. Ouais. C'est le match où on l'a vu faire le plus du Thomas Ramos dans le texte. Ouais, c'est vrai. Alors, voilà, la physionomie l'a aidé effectivement. Mais c'est vrai que mais c'est vrai qu'il a été, il est monté un peu en puissance. Voilà, au début, il a cette espèce d'opportunisme aussi bien donc voilà au relais du Mortier que face au Perche, même un peu dans la gestion. Et c'est vrai qu'on l'a senti, voilà, on l'a senti venir un peu début de la deuxième. On dit il va se lâcher. Et il a perdu 2-3 parties de ping-pong. Là, c'est vrai. Il y a une petite partie ping-pong qui perd, mais une fois qu'il a retrouvé le balle en main, là, c'est vrai qu'un début... sa relance sur les 22, elle est magnifique. Parce il n'y a pas de trou, c'est lui qui fait vraiment la brèche. Quoi. Non, mais c'est surtout ce qui était dit on va dire au début du tournoi, c'est que ce n'était pas le Thomas Ramos du top 14. On était un peu tous d'accord pour dire ça. On suppose que ce sont des consignes du staff aussi. On l'a vu aussi en Irlande souffrir dans le jeu de ping-pong rugby, notamment au niveau de sa puissance. En début de match, aujourd'hui, il a un peu souffert. J'ai l'image où il trouve une touche juste après ses 22 mètres, après quelques coups de pied. C'est aussi une prise de conscience peut-être du staff et de lui-même que ce n'est pas la bonne solution et que si Thomas Ramos est à l'arrière, il ne faut pas forcément rentrer dans la guerre de jeu au pied avec les adversaires parce que les Français vont souvent perdre. Je ne sais pas. Et aujourd'hui, en deuxième mi-temps, c'était le Thomas Ramos du top 14. C'est ce qui est encore plus rassurant. On espère que ça va continuer comme ça. C'est quand même ce qui est intéressant avec lui, c'est que il a pas la longueur de jeu au pied de Melvin Jaminet, par exemple. Effectivement, ça c'est une réalité. Oui. Mais il y a quand même cette double arme, quoi. Il y a quand même le Thomas Ramos qui a quand même un jeu au pied précis, qui sait monter des chandelles, qui sait faire tout ça. Mais il y a aussi cet aspect offensif et ça fait vraiment une corde. En plus à l'arc offensif français, aujourd'hui je crois qu'il passe 5 défenseurs. Oui, 5 défenseurs, c'est ça. Ouais. Enfin voilà, c'est quand même un joueur qui a des vraies qualités d'appui, d'explosivité. Puis mais qui pue le rugby, ça n'a pas de prix, quoi. Non mais c'est vrai. Vous êtes des joueurs frissons, vous. Max. Non, mais, Max il est heureux parce que lui il est plutôt joueur frisson. Joueurs frissons, mais Thomas Ramos, j'ai l'impression que c'est celui qui reprend pour moi le plus le jeu offensif français actuellement, c'est-à-dire que c'est un jeu dans la déconstruction, dans la transition offensive, pas forcément sur des attaques placées. Et lui, il est capable sur un éclair, sur un petit appui, un petit crochet, de créer une attaque là où elle n'existe pas, quoi. Et je trouve qu'il représente vraiment ça.
Et on l'a vu même dans les fondamentaux de l'arrière à son poste, il a été visé sous les ballons au début, il a été très rassurant. Ouais. Je trouve qu'il a fait une partition. Les ballons n'ont pas été d'une précision. Non, oui, on peut en parler aussi. À toute épreuve. Je pense que pour le coup, il a été à l'aise. Il disait voilà, s'il y a match dans les airs, je pense que face à Freddy Stewart, c'est normal. Qui fait un 96, il les perdra. C'est normal. Je n'ai pas souvenir d'un vrai duel. Il y en a eu où il avait un peu de pression, c'est une chose, mais il n'a jamais vraiment eu le Freddy Stewart sur la tête. Et tant mieux. Et c'était encore. Ça a été une des nombreuses approximations et erreurs tactiques anglaises. Voilà, je veux pas être méchant avec Thomas Ramos, il a eu une fois sur la tête, c'était lors de l'essai anglais. Donc bon, j'ai envie de dire voilà, problème de puissance. Après c'est normal, je pense qu'ils se rendent de 20 kilos les deux. À peu près quand même. Voilà. Kilos, 86, bon, 100. Freddy Stewart, c'est pas du tout le même style, c'est de la puissance. Puis un peu lancé quand même. Oui, c'est vrai. Puis Thomas Ramos sans être il y a des gens qui dans le chat sont peut-être un peu taquins, mais qu'est-ce qui manque à Thomas Ramos pour aller chercher le 10? Il fait 9 sur 9 avec ce dernière transformation en Oula, le débat. Qu'est-ce qui manque pour un match? Tu vois, ça c'est l'expérience. Ça il disait qu'il n'y avait aucun débat qui était enterré, il me sort Thomas Ramos en 10. Voilà, j'ai parlé trop vite. Thomas Ramos en 10. Qu'est-ce qui lui manque pour avoir 10 sur 10? Pardon, je croyais pour être. Ça c'est un autre débat, mais on peut le lancer, mais ça non. Il joue 10 dans quelques séquences du jeu pour soulager Romain Tamac. Pardon. Non, les gens disent 9 sur 10, match excellent, tout le monde est d'accord. Qu'est-ce qui lui manquait pour avoir 10? Certains disent qu'il aurait pu avoir 10. Voilà, c'est un peu de longueur dans son jeu au pied, ce qu'on disait, un peu de longueur dans son jeu au pied quand même. À un moment où le match il est pas fait, enfin la victoire française n'est pas assurée. C'est vrai que cette partie de ping-pong rugby, à un moment, tous on s'est regardé, on s'est dit si on commence à rentrer là-dedans et qu'on perd cette bataille, faudrait pas que ça permette aux Anglais de venir jouer chez nous, de se rassurer. Moi, c'était un peu la seule crainte que j'avais, c'était dire à un moment peut-être que les Anglais vont pas avoir le déclic. Bon. Non, la crainte a vite pas eu trop de déclic. La crainte a vite été balayée. Mais voilà, et c'est vrai que sur cette partie ping-pong rugby, on pouvait se dire attention là, parce que s'ils commencent à nous faire jouer chez nous, ça peut être. Voilà, mais bon. Après le 10 sur 10, je sais pas si on le donnera un jour. C'est compliqué. On le donnera peut-être en finale de Coupe du Monde. Le 10 sur 10 au rugby. Aujourd'hui, forcément, l'effet, il a loupé un coup de pied face au Perche. Du coup, forcément, son match n'est pas parfait. C'est peut-être, il va peut-être faire la moue, on va lui dire ça, mais bon, forcément, le 9 sur 9, ça l'aurait un peu plus aidé. Je pense qu'il sera ravi avec son match, lui, 9 sur 10. Je pense que ça lui changera pas grand-chose. Alors, peut-être, je sais pas si vous êtes de cet avis, élu homme du match, Thomas Ramos. Je sais pas, on a parlé beaucoup de Thibaut Flamand, de Charles Olivon. Thomas Ramos, c'est pas volé. Tu pouvais faire tirage au sort, mettre les noms dans une corbeille. Aldrid, Flamand, Olivon, Ramos. Non, moi Ramos, ça me choque pas. Je l'ai trouvé. Même si c'est vrai que le succès est principalement venu des avants, faut quand même le dire. Espèce de domination qu'on a eu là dans le combat dynamique. Mais effectivement, oui, Thomas Ramos, il faut par rapport à tout ce qu'il a pu apporter, mérite amplement ce titre. Là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Pas encore. Vraiment pas encore. Il enterre le débat. Il n'y aura jamais débat. Non, mais voilà, je m'excuse auprès de Romain Tamac, parce que je pensais qu'il voulait installer Thomas Ramos en 10. Non. Bon, autant pour moi. Mais on peut parler aussi de la charnière. Du 15 bien sûr. Transition, t'as vu encore. Mais oui, transition parfaite, incroyable. Voilà, c'est instinctif, quoi. C'est plus le rugby aussi. Non, mais la charnière, Antoine Dupont, Romain Tamac, deux matchs forcément différents parce que c'est pas le même poste et c'est pas les mêmes styles de jeu. Mais surtout sur Romain Tamac, on le voit 7 et 8 sur 10. 8 sur 10 pour Romain Tamac, ça sera peut-être vu comme élevé pour certains. Logique pour d'autres, je sais pas, moi je suis mitigé entre les deux. J'ai envie de dire qu'un demi d'ouverture, quand tu le vois pas trop, c'est une bonne nouvelle. Souvent, surtout quand il bute pas, c'est qu'il a pas fait de grosses bêtises et qu'il a pas coûté cher à son équipe. Romain Tamac, au cœur d'une équipe qui marchait sur l'eau, il a tenu son match, il a pas fait pas de touche directe, pas de coup de pied direct en touche, pas d'erreur défensive. Romain Tamac, c'est un très bon match du Toulousain. Le 8 sur 10 est mérité pour toi, Vincent? Ouais, je trouve par rapport à Antoine Dupont, je trouve ça un petit peu élevé, mais bon, on peut discuter de 10. Non, mais après, tu auras une semaine pour t'expliquer avec tes collègues qui t'ont dans la tribune de presse. Il n'y a pas de problème. Je pense pas qu'on va se fâcher pour ça. Je pense pas. Non, après, il a cette capacité, je trouve quand même, Romain Tamac, à être décisif, même sans être flamboyant. Je trouve, et ça me marque chez lui. Sa petite claquette là, c'est quand même, c'est peut-être un des tournants du match parce que le petit par-dessus d'Antoine Dupont est très bien joué. Il y a rien à dire, mais il y a lutte et c'est lui quand même qui va aller gagner cette entre-deux, entre trois, parce entre trois, il compte deux Anglais. Et et en plus qui va avoir la justesse, technique parce que c'est pas du hasard des fois, c'est Ave Maria là, c'est une justesse technique pour la volleyer
dans les mains de Thibaut Flamand. Voilà, moi c'est ce qui marche chez Romain Ntamak. Et je trouve qu'on le retrouve de plus en plus, cette capacité à effectivement à être sobre. Voilà, il va pas attaquer la ligne 20 fois, il va pas faire 10 par-dessus pour lui, mais voilà, il a cette capacité à être décisif dans les moments qui comptent. Bon, après, je trouve qu'Antoine Dupont, certes, a eu un peu de déchets. Ouais, enfin quand même. Quand même, quoi. Il y a quand même des actions qui sont quand même. L'image, oui. Qui sont quand même assez incroyables, quoi. J'en parlais, mais le Antoine Dupont qui récupère un ballon dans ses 22, qui lève la tête, qui trottine et qui regarde comment est placée la défense, c'est jamais bon signe pour les adversaires. T'as l'impression qu'il joue avec des enfants. Parce que tu sais qu'il va passer. Je pense que si tu fais quelques highlights entre les passes après contact en première mi-temps, le 50-22 du mauvais pied et sa relance, sa valise. Le par-dessus, il est pied droit. Le par-dessus, il est pied droit. Il est pied droit. Ouais. Mais il y a quand même de quoi faire une très 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 belle séquence. Donc bon, ça turdisse effectivement parce qu'il tente tellement de choses qu'il en rate. Donc il a toujours son petit défaut. C'est comme Messi, il va rater 3 dribbles. Dans le début du match, il a égaré quelques ballons en voulant jouer vraiment, faire plusieurs offloads. Non, on voyait qu'il était vraiment. On sentait qu'il était ciblé. Enfin, que les Anglais s'attendaient à ça. Surtout. Et après, au bout d'un moment, le talent a fait le dessus. Surtout qu'en face, il y avait Maro Itoje qui est quand même le roi pour mettre la pression sur les 9 adverses et est toujours bien placé pour contrer. Et même en première mi-temps, à un moment donné, Dupont fait une feinte de passe, mais involontaire, j'ai envie de dire. Il a été obligé parce que Maro Itoje était sur lui. Et il a eu l'intelligence de ne pas taper parce qu'il allait se faire contrer, c'était une certitude. Et il s'est fait contrer en seconde période. Il s'est fait contrer, oui. Mais bon, Antoine Dupont par-dessus, pied gauche, pied droit, rafuge, etc. Il y a son petit par-dessus là, pour Romain Ntamak aussi, qui est magnifiquement joué parce qu'il n'y a pas de couverture. Alors certes, il y a toujours un petit peu de réussite parce que le ballon aurait pu rebondir complètement différemment, évidemment. Mais quand même, c'était bien joué, quoi. Enfin, c'était bien vu. Enfin, au final, il est impliqué sur 3 essais au moins. Oui. Mais c'est surtout, on parle des automatismes entre Romain Ntamak et Antoine Dupont. Le deuxième essai, Thibaut Flamand, on a envie de dire ça part d'une connexion où en un regard, Antoine Dupont et Romain Ntamak se sont compris. Avec, je vais faire le coup de pied par-dessus, tu vas être dessous et puis Thibaut Flamand, il sait qu'il y a Antoine Dupont qui va faire le coup de pied par-dessus, Romain Ntamak sera dessous. Mais ce sera toujours une énorme force pour l'équipe de France que les automatismes ils sont plus approuvés, quoi. Ouais. Aussi. Oui, non mais c'est exceptionnel. On est bien content d'avoir Antoine Dupont dans notre équipe et les autres ne sont pas satisfaits. Pas vraiment. Non, mais voilà. Mais pour continuer avec Toulouse, parce que pour tout vous dire, on attend Jérémy Fada qui doit arriver d'une minute à l'autre de la conférence de presse où il y aura logiquement Antoine Dupont, même si on se rappelle contre l'Irlande, il n'avait pas pu être là, c'était Gaël Ficou. Mais voilà, Jérémy Fada doit arriver d'un moment à un autre. Là, pour continuer, on parlait des Toulousains, on va revenir un peu, on va repartir devant avec la première ligne. Où on a parlé de Doral Deguerri, mais Cyril Bay aussi. Alors je sais pas ce que tu avais pensé toi en Italie, tout ça. Il n'avait pas toujours été rassurant, alors j'ai envie de dire, dans le jeu surtout, moins présent. Aujourd'hui, on l'a vu dans des conditions humides, il n'a pas perdu de ballon. Il a tenu la baraque à mêler et encore une fois, il a montré que peut-être le meilleur pilier gauche du monde, c'était pas Ellis Genge, mais c'était Cyril Bay. Ouais, perso j'en doutais pas trop. Ah, t'en doutais pas trop toi? Non, franchement, non, j'aurais jamais de ma vie échangé Cyril Bay contre Ellis Genge. Je dis pas que Ellis Genge n'est pas un bon joueur, mais Cyril Bay, je trouve quand même qu'en termes de constance au plus haut niveau, de capacité à avancer sur tous ces ballons lents, sur ses mains, sur tout ça, sa mobilité. Non, il est très précieux. Aujourd'hui, il a été très bon sur le. Je sais pas s'il a touché beaucoup de ballons. Je sais pas si t'as les stats à ta disposition, mais je le fais travailler. Max. Ouais, c'est pour ça que je voyais qu'il somnolait un petit peu. Mais non, mais j'ai souvenir de 2-3 actions. Là, voilà, il gagne ses impacts, il met de l'avancée, et ça fait partie de ces joueurs. Là, on a besoin que ces joueurs nous mettent dans le bon sens. Et Cyril Bay, oui, il est vraiment. Il fait 10 courses, Cyril Bay, avec le ballon. C'est beaucoup pour un pays. C'est le troisième joueur du match, derrière Aldrete et Olivon. Il y a plusieurs images qui marquaient, mais je pensais pas qu'il en avait fait autant. Et sur la première, on le dit, il croque un petit peu. On se dit, s'il donne le ballon, il y a vraiment un Ah oui, c'est vrai qu'il y a un instant d'extérieur. C'est surtout que après, ça va vite. Et au final, il n'y a pas de conséquences. Et non, ça finit par l'essai. Mais c'est surtout que quand tu vois Cyril Bay, tu te dis qu'il peut la faire la passe. Parce que c'est un genre de joueur qui l'a fait cette passe normalement. Il y a beaucoup de piliers qui la font pas, peut-être que c'est pas leur style, mais un Antonio ou même un Reda Wardi ne la fait pas. Mais Cyril Bay, il a quand même montré qu'il l'a fait. C'est aussi ce qui est frustrant. J'ai l'image, à un moment donné, il reçoit une passe quasiment dans les chaussettes, des ballons glissants et tout ça. Il arrive à la relever, à pas faire une faute de main et à faire jouer derrière lui. C'est un pilier qui sait faire ça, quoi. Cyril Bay, on l'a vu encore ce soir, on l'apprend pas, quoi.
Du grand Cyril Bay. Tel qu'on vous dire. Non, mais si dans le chat il y a des questions, on va passer aux questions directement du chat. Il n'y a pas de problème, je suppose qu'elles sont nombreuses. Parce qu'il y a beaucoup de monde dans le chat. Mais pour lancer un peu cette partie, Vincent. À vos questions. Voilà, à vos questions. Là, mais j'ai envie de dire, est-ce que l'équipe de France, aujourd'hui, on l'a dit avec cette victoire, avec plus de 50 points passés à l'Angleterre, elle a fait un pas de plus, elle a pris peut-être une taille de plus de son costume de favori pour la Coupe du Monde. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit l'Angleterre, c'est pas la meilleure Angleterre de l'histoire, on l'a dit, on l'a répété, mais cette équipe de France, aujourd'hui, tu es Irlandais, même si tu l'as gagné il y a 2 semaines, c'était chez toi, donc tu te dis le contexte est différent. Tu la vois jouer aujourd'hui, tu te dis, il va vraiment falloir se les farcir chez eux surtout. Le costume, veut dire qu'il a géométrie variable, le costume, quoi. Les coutures craquent et puis après ça apparaissent un peu. Non, mais un peu lâche, mais je sais pas, pour moi, c'est une magnifique performance qui montre qui nous rassure un peu dans le sens où on doutait un peu de cette capacité à vraiment à produire un rugby, mais flamboyant, efficace par nous-mêmes, et pas uniquement en étant dans un espèce de schéma tactique qu'on pouvait trouver trop restrictif. Donc on a montré que, sans aller jusqu'à parler de French Flair, mais qu'on était capable d'avoir la main sur le ballon et de faire de magnifiques choses avec. Après, est-ce que ça change quelque chose par rapport au statut dans la Coupe du Monde? Non, mais pour moi, le niveau aujourd'hui de l'Irlande, de l'Afrique du Sud et de la France, pour parler des 3 grands favoris, est si proche. Voilà, pour moi, je pense que jusqu'à la Coupe du Monde, entre guillemets, ça changera pas, quoi. Sauf s'il y a. Je pense que la France sera toujours numéro 1. Pour moi, franchement, sans langue de bois, je vois pas vraiment de grands. Alors, on est peut-être favori parce qu'on sera à domicile, même si la pression peut être tout autant un cadeau qu'un fardeau. Mais pour moi, ces 3 nations aujourd'hui sont entre guillemets au-dessus, je pense, dans le rugby mondial. Et ça va se jouer sur un quart de finale déjà. Ça va jouer sur des matchs, des luttes fratricides, parce que l'Irlande et l'Afrique du Sud sont dans la même poule. La France, logiquement, jouera l'Irlande ou l'Afrique du Sud en quart. Donc voilà, mais aujourd'hui c'est rassurant, mais pour moi ça change pas vraiment l'ordre mondial non plus, parce que faut se souvenir quand même de tout ce que l'Irlande a accompli récemment. Il faut se souvenir qu'à 14 contre 15, pendant presque une moitié de match, l'Afrique du Sud a inquiété aurait tout à fait pu l'emporter chez nous. Donc voilà, non, ces 3-là mais je trouve que c'est génial parce qu'on a vraiment il y a des années on se disait qui peut embêter les Blacks avant une Coupe du Monde, parce qu'on les voyait grandissimes favoris et intouchables. Là, il y a vraiment les jeux sont ouverts, quoi. C'est génial. Les jeux sont ouverts et le micro de Jérémy Fada aussi. Vincent. Encore. Non, mais c'est comme ça. Non, parce qu'on me dit à l'oreillette que Jérémy est là. Voilà, la conférence. Je sais pas si tu nous entends, Jérémy, on te voit à l'écran. Alors je vous entends de très loin, je vous avoue, il y a pas mal de bazar ici à Twickenham, je suis juste devant le stade. Mais bon, je vais essayer de le coller à l'oreille de temps en temps pour entendre les questions et répondre en conséquence. Ok, bon, mais tu connais un peu, tu es un habitué de... tu colles vraiment à l'oreille, Jérémy, tu nous entends vraiment de loin. Non, mais tu es un habitué de ce passage, de cette question. Forcément, il y a logiquement eu Antoine Dupont et Fabien Galtier à la conférence de presse. Quels ont été les mots, surtout du sélectionneur? On parlait ému à la fin du match, je ne sais pas si tu as vu l'image, mais je suppose heureux et fier surtout de ces hommes et d'avoir fait ce match avec ce score. Ouais, la première prise de parole de Fabien Galtier a été très marquante. Alors il a démarré en disant il y a beaucoup de joie, de plaisir, d'émotion. Et là il s'est arrêté et il a dit je voudrais avoir une pensée spéciale pour Bernard. Bon, évidemment, il parlait de Bernard Laporte. Du coup, on l'a relancé en lui demandant si il aurait voulu partager ce moment avec lui. Et il nous a dit, c'est déjà fait. Donc, on suppose qu'il a eu Bernard Laporte au téléphone juste après ce match. Il a eu aussi une pensée toute particulière pour Anthony Gelon. Il a voulu lui dédier cette victoire. Et l'autre prise de parole qui a été assez marquante de Fabien Galtier, c'est quand il nous a dit à Twickenham on ne rêve jamais, et pourtant aujourd'hui j'ai vécu une journée parfaite à Twickenham et c'est très rare ici, quoi. Voilà, lui il est bien placé en tant que joueur aussi pour savoir que gagner à Twickenham c'est rare. Alors gagner dans ces conditions-là, ça l'est encore plus. Il y avait effectivement de l'émotion dans ses propos, mais il y avait aussi de la satisfaction quelque part, de la satisfaction d'avoir maîtrisé tous les événements aujourd'hui, que ce soit stratégique ou émotionnel. Ouais. Justement, Jérém, pour revenir au niveau du match, au-delà de son côté émotion avec Bernard Laporte et Anthony Gelonche
on a beaucoup évoqué avec forcément sa rupture des ligaments croisés. Mais au niveau du match, la maîtrise des Français et leur domination, quels ont été les propos de Fabien Galtier à ce niveau-là? Le plan a parfaitement fonctionné? Alors lui, il nous a dit notamment une phrase qui était assez marquante. Il dit « On voulait vraiment sortir le match. On avait envie de sortir le match. » C'est-à-dire que peut-être que les Français, il leur manquait quand même un match référence pour l'instant dans ce tournoi destination. Et j'allais dire plus globalement, depuis le Grand Chelem de l'année dernière, il leur manquait un match référence. Et lui se satisfaisait que tous les choix tactiques, toutes les options qui ont été travaillées dans la semaine ont fonctionné. Voilà, il dit c'est un immense plaisir quand tout fonctionne. Et c'était un petit peu ça qui s'est passé. Il parlait notamment de la pluie qui, au bout d'un quart d'heure de jeu, aurait pu venir perturber la stratégie mise en place par les Français. Ça n'a pas été du tout le cas. Il nous a dit qu'à la mi-temps, et il avait dit aux joueurs, rappelez-vous quand même que les All Blacks, en novembre dernier, ils menaient de 17 points ici. Et ça ne les a pas empêchés de faire match nul à l'arrivée. Il attendait beaucoup ses hommes sur ce retour de mi-temps, sur cette deuxième mi-temps. Il avait peur de la remontée anglaise. Et lui a vraiment apprécié la réaction des Bleus après l'essai anglais, la maîtrise qu'ils ont affichée. Et d'ailleurs, ça a été très, très perceptible aussi dans les propos d'Antoine Dupont. Antoine Dupont nous disait c'est quand même hyper agréable quand on a ce sentiment sur le terrain que tout roule, que tout fonctionne, que toutes nos options aboutissent à quelque chose de positif. Je crois que c'est rare quand même dans une carrière, ça l'est encore plus dans un match en Angleterre, et il y a plus que le sentiment du devoir accompli. Pour la petite anecdote, en repartant de la conf de presse, je marchais à côté d'Antoine Dupont, donc je l'ai félicité, je lui ai dit écoute, moi-même je pourrais dire à mes gamines que j'y étais aujourd'hui à Twickenham, et lui il me disait je pense franchement qu'on en reparlera autour d'une bière dans des décennies avec les potes. Jérémy Fada, vous le voyez, c'est le mec qui part de la conférence de presse accompagné d'Antoine Dupont. Ce n'est pas rien quand même, ne pas venir n'importe qui à l'émission. De quoi ? Voilà, c'est surtout Antoine Dupont qui a rencontré Jérémy Fada à la fin de la conférence. Messieurs, s'il y a des questions dans le chat, je suppose, on a parlé, nous, Jérémy, ici, en entamant l'émission, de savoir si c'était la victoire la plus importante des Bleus de l'ère Galtier. Est-ce qu'ils font ressentir ça, Antoine Dupont, Fabien Galtier et les autres? Est-ce qu'ils font ressentir que c'est la victoire qui les a le plus marqués sur ces dernières années, ou pas forcément? Moi, je dirais pas que c'est la victoire la plus importante. Pour moi, la victoire la plus importante, celle qui a fait basculer le mandat, je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs dans cette émission, c'est celle contre les All Blacks en novembre 2021. C'est celle qui nous a fait basculer dans une autre dimension. Par contre, la victoire aujourd'hui à Twickenham, pour moi, c'est le chef-d'œuvre de cette génération. Voilà, on parle beaucoup de records avec cette génération. Vous remarquerez, voilà, le Grand Chelem qui nous ont ramené l'année dernière et qu'on attendait depuis longtemps, la série de 14 victoires consécutives. Aujourd'hui, imaginez quand même qu'on n'avait jamais gagné de plus de 8 points à Twickenham. Aujourd'hui, on a gagné de 43 points. On parle beaucoup de ça. Je pense que c'est le chef-d'œuvre et je pense que c'est le match. Alors, j'espère que la Coupe du Monde me fera mentir, mais c'est le match qui fera entrer cette génération dans la légende. Parce que dans 40 ou 50 ans, je pense pas qu'on reparlera de la victoire contre les Blacks en 2021. Par contre, on reparlera longtemps, très très longtemps, de la victoire française à Twickenham en 2023. Bon, il y avait tout aujourd'hui. Donc voilà, je me répète, pour moi c'est le chef-d'œuvre de cette génération. Alors, Jérémy, tu dis qu'il y avait tout dans ce match, mais à la fin du match, il y avait plus grand monde dans les tribunes quand même. Toi qui est un habitué, tu suis beaucoup l'équipe de France, tu es allé à Dublin cette année et tu es déjà allé à Twickenham bien évidemment. Le stade, comment il a vécu, notamment le public anglais, si tu as pu le constater, comment il a vécu cette déroute des joueurs du 15 de la Rose, cette raclée, parce qu'à la fin on en parlait, mais le doublé de Damien Penaud, c'était trop facile pour les Anglais, ils marquaient en marchant, enfin, c'était un récital français, et de l'autre côté des Anglais au fond du seau, et le public qui est parti à partir de la 70e minute. Comment on l'a vécu, comment vous l'avez vécu dans la tribune de presse? Écoute, je vais avoir une petite pensée pour Vincent qui est sur le plateau, avec qui j'ai vécu quelques matchs à Twickenham. Je pense que lui comprendra de quoi je parle. Vous savez, ici, il y a une habitude, c'est le fameux Swing Low, Swing Chariot. Et l'anecdote du jour, c'est qu'ils l'ont lancé dès la première minute. Bon, mais ils se sont éteints dès la deuxième, quoi. Et cette relance de 60 mètres, c'est elle qui a éteint Twickenham aujourd'hui. Et Twickenham n'a jamais repris vie derrière. Alors, ils ont bien un peu essayé, mais je peux vous assurer qu'on a entendu davantage de Marseillaise et davantage d'Aller les Bleus que de Swing Low, Swing Chariot. Moi,
la dernière et la seule fois que j'avais vu Twickenham s'éteindre de cette manière, c'était pendant la Coupe du Monde 2015. J'étais au match où le Pays de Galles était venu gagner ici contre l'Angleterre. En clair, qui avait terrassé les espoirs de champion du monde pour les Anglais. Et le dernier quart d'heure, j'avais entendu un temple réduit au silence. C'était un petit peu ça aujourd'hui. Alors par contre, il faut leur tirer un coup de chapeau, je peux vous dire quand même, les Anglais, même s'ils ont quitté un peu les travées. Là, pour venir en conf de presse, on est passé quand même à côté de pas mal d'Anglais qui sont tous en train de chanter, de fêter, certainement un peu aidés par le fait d'être avinés. Mais quand même, ils sont assez dignes dans cette défaite. Juste pour vous dire aussi, tant qu'on parle des Anglais, j'ai assisté à la conf de presse de Steve Borthwick et d'Ellis Genge. Les mots étaient quand même assez forts, quoi. Steve Borthwick, il nous a dit qu'il était incroyablement déçu par cette performance et surtout, il a dit, je vais le résumer en une phrase, les Français ont été exceptionnels et nous, on a été très mauvais. Je pense que pas grand monde sur le plateau ou dans le chat ne contredira les propos du sélectionneur anglais. Non mais c'est vrai, et justement, à la fin, pour revenir un peu sur le public, dans les tribunes, on va dire en termes de pourcentage et de proportion, combien de spectateurs étaient partis des tribunes? Par exemple, à la dernière action. Je dur de donner un pourcentage. En plus, j'avais les yeux un peu plus rivés sur le terrain que sur les tribunes. Je sais pas, ça avait dû se vider de 30%, un truc comme ça. Ce qui était marrant, c'est qu'à la fin, j'ai rarement vu les Français rester aussi longtemps sur le terrain. C'est ce qui fait que j'arrive tard aussi dans cette émission, parce que la conf de presse a démarré assez tard. Et Antoine Dupont nous a dit, là, on avait vraiment envie de communier avec tous les Français qui avaient fait le déplacement. Ça fait quand même 3 ans et demi qu'on sent qu'il se passe quelque chose avec le public français pour notre génération. Et ils ont vraiment profité jusqu'au dernier instant, jusqu'à la dernière seconde de ces minutes sur la pelouse de Twickenham, d'aller chanter avec les supporters français. Encore une fois, voilà, on se répète, mais c'est tellement rare de vivre des instants pareils qu'on sent que même eux, ils voulaient en profiter jusqu'au bout. Par contre, faites-leur confiance pour vite replonger parce que dans la conf de presse du sélectionneur et du capitaine, je peux vous dire, ils sont revenus un paquet de fois sur le fait qu'il n'était pas question de lâcher ce tournoi, quoi. Voilà, ils ont perdu en Irlande. Depuis, ils ont aligné 2 victoires bonifiées. Et jusqu'à la dernière seconde, ils nous disent faites-nous confiance pour pas lâcher le trophée, quoi. Ouais. Ok, des questions dans le chat, Max, pour Jérém, avant qu'on le libère, bien évidemment. Il a répondu, parce qu'il a toujours un temps d'avance, il a répondu sur le fait est-ce que les joueurs et le staff avaient encore tête à gagner ce tournoi. Bon, il vient d'y répondre, apparemment, oui. Ouais. Complètement, mais Max, en fait, ils sont conscients qu'ils auront besoin d'un coup de pouce. Alors peut-être pas du destin, mais de l'Écosse demain. Plus sûrement de l'Écosse d'ailleurs, parce que ce sport heureusement est pas rationnel, mais bon, l'Angleterre que j'ai vue aujourd'hui, j'ai du mal à l'imaginer aller gagner à Dublin dans une semaine. Mais Fabien Galtier nous dit voilà, ce tournoi il est complètement fou, donc pourquoi l'Écosse ferait pas le coup contre l'Irlande? Donc les Français en tout cas ils nous montrent à quel point ils veulent pas le lâcher ce titre, parce que je vous rappelle quand même qu'ils vont arracher le bonus offensif à la dernière minute ou quasiment contre l'Écosse. Bon, aujourd'hui le scénario est un peu différent, mais à la mi-temps en fait ce qui les obsède c'est d'aller prendre ce bonus offensif, quoi. Donc cette abnégation, le fait d'être opiniâtre quand même. Je pense que c'est une vraie force de caractère de cette équipe qui, en plus, si elle avait vraiment une marge de progression, c'était sur le fait qu'une fois qu'elle a pris le score, en règle générale, elle se fait toujours des frayeurs. Et elle avait besoin de travailler là-dessus, et je crois qu'aujourd'hui, elle a peut-être franchi un cap. Elle a su gérer son avance, elle a su gérer la réaction d'orgueil des Anglais qui était logique en début de deuxième mi-temps, et peut-être que là-dessus, elle a beaucoup grandi et que ça va être un acte fondateur en vue du mondial dans moins de 6 mois. Ok, une question de Max, vas-y. Dans le chat, beaucoup de monde parle de la sélection anglaise aussi en fait, et veut savoir si la presse notamment a été assez vindicative. Est-ce que tu as senti des journalistes et le public en général énervés? Est-ce que ça va vraiment avoir des conséquences cette défaite? On a battu un nombre de records assez exceptionnel en termes de nombre de points marqués à Twickenham, ouais. de défaites la plus large, etc. Est-ce que tu sens vraiment une colère en Angleterre suite à ce match? Colère, je sais pas. Dans le ton, c'était pas forcément ultra vindicatif. Par contre, dans les mots, ça l'était un peu plus. Vous imaginez les questions. Il a été beaucoup question avec Steve Borthwick. Est-ce que c'est pas en train de faire mourir la reconstruction? Parce que Steve Borthwick, il a été nommé pour faire un plan d'action un peu dans l'urgence avant la Coupe du Monde. Force est de constater que pour l'instant, c'est un échec total. Il a été remis en question sur son choix de titulariser Marcus Smith à l'ouverture et de laisser son capitaine Owen Farrell sur le banc.
Voilà, là aussi c'est un échec. Concrètement, il n'y a pas grand-chose qui a fonctionné. Moi, j'ai senti les Anglais, au-delà d'être vindicatifs ou en colère, je les ai sentis un peu résignés, quoi. Un peu résignés. Je crois que les Anglais aujourd'hui, ils ont conscience de ne pas être invités. Ils ont conscience de ne pas être invités dans le Gotha du rugby mondial, quoi. Et ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce qu'aujourd'hui, qui est capable de placer le 15 de la Rose parmi les favoris à la Coupe du Monde? Bah, personne. Et c'est quasiment du jamais vu. Voilà, j'ai senti presque plus résigné, même si, oui, les questions étaient piquantes quand même. Okay. Bon, mais du coup, Jérém, on va te libérer. On te remercie d'être venu et de nous avoir écouté de loin, d'avoir rapproché ton oreille à quelques reprises de ton téléphone. On te remercie. Je suis désolé pour ça. Tu l'as dit, on sait que tu as énormément de boulot dans le journal, bien sûr, de lundi et déjà sur Rugbyrama, notamment Jérém, qui a peut-être participé aux notes. Je ne sais pas. Mais voilà, merci à toi d'être venu. Et bon retour et surtout travaille bien pour avoir un exceptionnel journal comme les Bleus ce lundi dans les kiosques. Merci, ciao Jérém. Ciao. C'est vrai que voilà, on comprend un peu la physionomie de ce match en conférence de presse, ça s'est aussi ressenti. Est-ce que j'ai envie de te lancer un peu ça, est-ce que tu es d'accord avec Jérémy pour dire que c'est le chef-d'œuvre de toute une génération aujourd'hui ce match? Parce qu'on en parlait de l'ère Galtier, mais on peut aller un peu plus loin, est-ce que voilà, il a raison? Dans 20-30 ans, le match dont on se rappellera peut-être de l'ère Galtier, ce sera celui-là. Alors, comme disait Jérémy, j'espère que non. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais après, il faut dissocier. Effectivement, le chef-d'œuvre de l'ère Galtier, je pense que ça sera ça, parce que je ne vois pas, entre guillemets, en termes de rugby, comment, en termes de rugby, puis de contexte, on pourrait approcher une telle merveille, effectivement. Et c'est important de marquer l'histoire de cette façon aussi, parce que c'est vrai qu'on a tous ce mondial obsédant là, qui est une sorte de juge de paix ultime. Là, on a l'impression que ça sera tout blanc ou tout noir. Et ça sera un peu le cas, mais malheureusement, c'est vrai que si l'équipe de France n'est pas championne du monde dans 6 mois, on aura un affreux sentiment d'inachevé, quoi, de déception éternelle presque. Mais c'est important quand même il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la Coupe du Monde, et tout ce que les Bleus ont accompli depuis 2020 a de l'importance. Et c'est vrai que cette équipe de France, surtout après la décennie qu'on a pu connaître, voilà, tout ce qu'elle a apporté en moment fort, il faut l'apprécier à sa juste valeur. Voilà, il y a eu les Box, il y a eu les Blacks, il y a eu même la tournée en Australie, voilà, c'était quand même un moment assez fort quand on voit d'où on repartait, le Grand Chelem, tous ces moments-là, ils sont importants. Et celui d'aujourd'hui, il est encore peut-être plus. Ouais. Effectivement, voilà, plus on a d'espoir et plus on a d'attente et plus. Donc c'est vrai qu'on a envie que le plus beau jour de cette ère Galtier, que l'ultime chef-d'œuvre, ça soit la finale, 31 octobre, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Mais ça, on verra. Mais voilà, en tout cas, ça effacera, quoi qu'il arrive, ça effacera pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Ouais. Alors vous l'avez peut-être vu en bas, voilà, il devait bien sûr avoir un invité dans cette émission, ça va être Émilien Gaëton. On va me dire, Laurette, ce sera pas possible. Bon, le Palois apparemment, voilà, bloqué dans le bus, donc on sait que, parce que les moins de 20 ans, on en a parlé, ils ont gagné 42-7 aussi, ils ont écrasé leurs homologues anglais ce vendredi soir, et ils sont en plein retour, donc voilà, un peu compliqué, mais il viendra avec plaisir dans les prochaines émissions, parce que vu son match encore une fois hier soir, Émilien Gaëton, je pense qu'on en reparlera dans quelques troisième mi-temps, dans quelques saisons. Max, si jamais il y a des questions dans le chat. J'ai relancé le chat, j'ai relancé le chat sur quelques questions. Je suis en train de regarder, on a parlé tout à l'heure. Est-ce que c'était le chef-d'œuvre de l'ère Galtier? Certains demandaient, en fait, ce qui nous inquiétait aussi récemment, ce qui inquiétait un peu les gens, c'était est-ce qu'on n'était pas prêt trop tôt? On disait ça déjà l'année dernière quand on a fait le Grand Chelem, on a dit ça récemment encore quand on a fait notre série incroyable de victoires. Ça se rapproche quand même, à un moment donné, on est prêt en mars, là, on sera prêt certainement en juin, et de plus en plus on a tendance à croire qu'on sera prêt pour la Coupe du Monde, quoi. C'est l'inquiétude qui s'enlève un peu aujourd'hui. J'ai envie de dire, c'est déjà, quand tu te poses la question, c'est qu'à un moment donné, déjà t'es prêt. Donc déjà, vaut mieux être prêt. Voilà, on a eu des Coupes du Monde. Je préfère me poser ces questions-là que les questions que doivent se poser les Anglais aujourd'hui. Non, après, c'est une question légitime, parce que c'est vrai qu'il y a toujours un équilibre entre la confiance, la vigilance, tout ça à avoir. Et sur le début de tournoi, c'est vrai qu'il y a presque plus de questions que de réponses. Voilà, aussi bien sur le contenu, même sur les résultats. Une petite victoire en Italie, même si elle était bonifiée, mais petite victoire en Italie, victoire sans bonus, défaite sans bonus en Irlande, victoire un peu poussive, même si elle est bonifiée contre l'Écosse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette victoire nous montre que
voilà, que l'équipe de France n'est pas en chute, tout simplement. On n'est pas en train de décliner lentement et qu'il a encore qu'il a de très beaux jours devant lui. C'est surtout, vous allez le comprendre peut-être dans mes propos, c'est que je ne comprends pas trop, on va dire, ce débat. C'est quoi être prêt trop tôt ? Il faudrait forcément qu'il perde des matchs pour dire attendez, on n'est pas trop prêt, mais on garde quand même, je sais pas, ou faire tourner. Il y avait cette espèce il y avait cette espèce de théorie. J'en ai parlé avec Marc Levomont avant le tournoi. Et puis, oui, c'est vrai qu'on entend que des gens disent ce serait presque un mal pour un bien de perdre. Il dit bah non, si on peut tout gagner jusqu'à la Coupe du Monde, c'est super. Aujourd'hui, la confiance n'empêche pas la vigilance. Il dit voilà donc. Mais voilà, donc je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est un aujourd'hui, au-delà de peut-être être prêt trop tôt, les Bleus, ils ont impressionné la planète rugby. Bien sûr, ils étaient déjà redoutés, mais là aujourd'hui, même si les Gallois ont gagné en Italie, tu sais que tu dois aller sur la pelouse du Stade de France samedi prochain. Bon, je suis pas sûr qu'ils aient le sourire aux lèvres, les Gallois, de se dire on va jouer cette équipe qui en plus n'a pas eu de blessés, qui avec des joueurs, des cadres en pleine confiance. Enfin, je comprends pas trop ce côté de être prêt trop tôt. Non, déjà, le plus important, c'est d'être prêt. Trop tôt, être prêt trop tard, c'est pas possible. Mais être prêt trop tôt, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Non, mais surtout que cette équipe de France, ça nous a déjà prouvé par le passé, et même encore là, qu'elle a vraiment cet esprit de compétiteur, et on peut lui faire confiance. Alors, pour être champion du monde, je sais pas, il y a des très, on le disait tout à l'heure, il y a des rivaux qui sont de très très haut niveau, qui peuvent gagner la Coupe du Monde en France. Il n'y a pas de problème. Gagner la Coupe du Monde en France. Mais franchement, sur l'état d'esprit de compétiteur de cette équipe, franchement, j'ai absolument aucun doute. On peut poser des questions stratégiquement, tout ça. Est-ce qu'on prend la bonne décision, tout ça, on voit que finalement on peut faire tout le rugby qu'on veut. Enfin voilà, on n'a pas de limite entre guillemets, mais voilà, aujourd'hui Jérémy le racontait très bien, il voulait sortir le match, bam, la réponse elle est cinglante. Donc voilà, je pense pas qu'on puisse être prêt trop tôt. Non, je pense que après voilà, c'est pas le cheminement c'est pas un parcours tout droit. Il y a des états de forme, il y a de la fatigue, il y a des matchs qui sont plus ou moins bien préparés sûrement. Voilà, donc mais après il faut pas tirer de grandes leçons. Aujourd'hui, voilà, la réalité à l'instant T, c'est que on aura une équipe de France, je pense très compétitive dans la Coupe du Monde. On peut quand même dire, ça manquait de respect aux anciennes générations, que les dernières Coupes du Monde, les Français ont jamais été prêts en soi. Tu vois, par exemple, 2015-2019, il y avait beaucoup moins de certitude. On avait toujours un peu ce statut d'underdog, voilà, dont on se méfiait parce que voilà, il y avait cette forme toujours d'insouciance, rugby français, French flair, tout le touti. Mais c'est vrai que cette là, on va l'aborder de manière complètement différente. On va presque l'aborder, presque envie de dire, à l'anglaise ou à la néo-zélandaise, quoi. Avec de la confiance, avec des certitudes. Ce ne sera pas les mêmes leviers, ça ne sera pas l'orgueil, ceci, cela. On va prouver au monde ce qu'on vaut. On l'a déjà prouvé. Il faut le confirmer le jour J. Voilà, on va dire que le rôle qu'on donnait aux Français lors des dernières Coupes du Monde sera peut-être le rôle qu'ont les Anglais aujourd'hui. Une équipe où on se dit il y a du talent, donc il faut s'en méfier. Ah oui, là, ce qui arrive. Mais au final, là aujourd'hui, on a à se demander. Et les planètes sont. Si les Anglais seront prêts pour la Coupe du Monde. Voilà, ils ont changé de sélectionneur juste avant le tournoi, 8 mois avant la Coupe du Monde. Dans leur groupe, il risque d'avoir, entre le groupe qui est actuellement retenu et celui qui partira à la Coupe du Monde, je pense qu'il y aura effectivement beaucoup de changements parce qu'ils vont tenter un électrochoc. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Mais comme on avait tenté un électrochoc en 2011, comme on l'avait tenté sans succès en 2015. Après, le programme est à leur faveur, puisque pour se relancer, ils doivent aller en Irlande. Donc ça va, c'est pas trop mal pour les Anglais. Je pense que tu es Steve Borswick, avec un bel accent. Là, il va falloir se creuser la tête et surtout éviter une nouvelle déroute en Irlande. On leur souhaite pas aux Anglais, mais bon, quand même, tu te dis, quand tu en prends 53 chez toi... Mais effectivement, rugbystiquement parlant, tu repars d'un champ de ruines. D'ailleurs, avant de passer à une autre question, Max, info Rugbyrama, que je n'avais pas noté, Damien Peut est devenu le meilleur marqueur de l'histoire du 15 de France dans le tournoi Destination. Ah d'accord. Avec 12 essais marqués. Voilà, il a dépassé... Depuis 2000. Depuis 2000. D'accord. Et il a dépassé Vincent Clerc qui était à 11 essais. Voilà. Donc encore un record. Max, il en avait une vingtaine sous le bras. Mais je l'avais. J'ai fait le malin, mais je l'avais. Non, et attention, 24 essais, toutes compétitions confondues. Blanco, c'est 34. 10 essais à la vitesse Damien Penaud, il a 2 ballons, il met 2 essais. Donc il lui manque 10 ballons, quoi. 10 ballons, 10 essais. Non, il y a une autre question qui revient, c'est... je ne retrouve pas le pseudo de la personne qui l'a dit dans le chat, tellement beaucoup de monde parle. C'est est-ce que le tournoi est réussi ? Oula, c'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Pas encore. C'est une très bonne question parce qu'elle est un peu pas encore, non. Je pense que ça dépendra beaucoup. Enfin, il est historique, comme je disais tout à l'heure, ce qui est pas rien. On a eu suffisamment de tournois
mi-figue, mi-raisin, dont on n'avait absolument rien à garder, tout acheté. Donc il est déjà historique parce qu'il y a cette victoire quand même à Twickenham. Donc voilà. Après, pour qu'il soit réussi, pour moi, il faudrait une belle victoire bonifiée, à peu près dans les mêmes proportions, face au Pays de Galles. Et après, voilà, on pourra se dire, entre guillemets, voilà, on aura fait 5 plus 5 plus 5 plus 5 face aux 4 nations qui étaient entre guillemets à notre portée, avec un beau succès en Angleterre. On pourra dire qu'on est tombé sur plus fort que nous à l'instant T, mais que le tournoi est... Ça dépend quand même des prochains matchs. Non, mais forcément. Mais titre à part, si supposons que l'Irlande fait le Grand Chelem, on finit second, est-ce que la victoire, est-ce que si on gagne la je pense qu'il faudrait que face au Pays de Galles, on confirme avec la manière, il faudrait qu'on produise le même genre de match avec la manière. En fait, il faut pour finir vraiment sur cette idée de on a perdu à Dublin parce que c'était un terre hostile face à la nation numéro 1 mondiale. Mais au final, on a fait le job. C'est surtout que on peut pas dire un oui définitif aujourd'hui, parce que si les Bleus viennent à s'incliner face au Pays de Galles d'aujourd'hui, alors ok, ils ont gagné en Italie, mais on voit ce que c'est le Pays de Galles aujourd'hui avec tous les problèmes extrasportifs et sur le terrain avec les défaites, tout ça. Ça effacerait presque, alors j'ai envie de dire peut-être que dans 15 ans on se rappellera cette victoire en Angleterre, mais si tu viens à perdre sur la pelouse du Stade de France face au Pays de Galles, ça effacerait beaucoup de choses quand même. Je pense que la manière sera importante parce qu'on l'a vu quand même dans l'analyse un peu des matchs qu'on a pu faire de l'équipe de France. Il y avait les 5 points en Italie, comptablement tu peux pas faire mieux. Il y avait les 5 points contre l'Écosse, comptablement tu peux pas faire mieux. Mais tu avais cette petite musique, mais en fait il faut que sinon de lui dire la France maîtrise pas son rugby, la France maîtrise pas ses matchs. Et là je pense que là on repart sur une dynamique où la France toute puissante qui produit un rugby emballant qui tient le ballon, qui tient comme disait très justement Jérémy, qui tient peut-être le fil d'un match comme elle l'a jamais fait récemment. Si on finit sur cette même dynamique, je pense qu'on pourra dire que le tournoi est relativement réussi. Mais c'est surtout l'objectif sera pas atteint. Rappelons, si on ne gagne pas, l'objectif sera pas atteint. Il faut que les Français ils regardent le match la semaine prochaine Irlande-Angleterre, puisqu'il est à 18h, les Français jouent à 15h45, donc vont jouer avant l'Irlande. Il faut qu'ils regardent le match en train de se dire, à part à Dublin, on n'aurait pas pu faire mieux. On a pris 20 points en 4 matchs, donc ok, on a perdu en Irlande, ok, ils ont laissé le bonus offensif aux Irlandais, ce qui n'arrange rien, puisqu'aujourd'hui, du coup, ils sont à égalité de points. Peut-être qu'ils auraient pu ne pas leur laisser le bonus offensif et juste s'incliner comme ils l'avaient fait l'année dernière et s'imposer à 4 points. Mais aujourd'hui, c'est plus leur destin, il est plus entre leurs mains. Ils vont prier demain pour que l'Écosse s'impose et ne laisse aucun point à l'Irlande, parce que tu te dis, les Irlandais aujourd'hui et les Anglais aujourd'hui, la semaine prochaine, les pronostics ils vont forcément être chez les Verts. Mais en tout cas, non, tu peux pas encore dire que le tournoi est réussi. Il y a un match qui restera dans l'histoire, c'est ce Angleterre-France. Et le tournoi réussi, il faut gagner contre... J'ai tenté ma chance sur les transitions, on va voir si je fais aussi bien. Le match il reste dans l'histoire, il y a beaucoup de gens qui en parlent, encore une fois. Est-ce qu'on peut considérer l'équipe d'aujourd'hui, les joueurs qui ont pris part à cette équipe historique, comme des joueurs intouchables maintenant, ou est-ce que non? Est-ce qu'un Aldeguerri, par exemple, il a gagné sa place aujourd'hui parce que dans le 15 de historique, tout à fait dans le 15 de départ. Je pense pas. Non, je pense pas. Mais non, on peut pas. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est très important. Il faut le choyer dans notre mémoire. Tout ne s'arrête pas aujourd'hui. C'est magnifique, mais c'est la vérité d'aujourd'hui. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est très bien. C'est la vérité d'aujourd'hui, un peu de celle d'hier et un peu de celle de demain, évidemment. Mais on peut pas non plus dire à Vinny Antonio, merci Vinny pour les services rendus, mais là, en fait, Dorian était trop fort et on t'oublie. Je te laisse aller lui dire, en tout cas, si c'est. Voilà. Et mais non, elle renforce beaucoup de certitudes, notamment individuellement. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on disait tout à l'heure, tous les noms qu'on a cités, les Ramos, les Flamands, les mêmes Cross, mine de rien. Parce qu'aujourd'hui, Anthony Gelonge sur sa participation. Aujourd'hui, pendant de longs mois, ce sera Cross le titulaire, s'il n'y a pas de blessure. François Cross a rassuré tout le monde sur sa cap. Pas vraiment besoin non plus, mais en tout cas par rapport à ses blessures, rassurer tout le monde sur sa capacité d'être compétitif au plus haut niveau. Après c'est sûr que je pense que Vinny Antonio, je vais pas dire qu'il n'aura pas trop de soucis à se faire, mais par rapport à tout ce qu'il a prouvé sur la durée, pour moi il reste un titulaire. Oui, je suis d'accord. Après dans Aldeguerri, va peut-être gagner sa place aujourd'hui pour le mondial. Par contre, c'est une certitude que les 15 joueurs qui étaient titulaires aujourd'hui ont gagné beaucoup de crédit. Aujourd'hui, Doran Aldeguerri a peut-être gagné quelques places de la hiérarchie. Pas de là être devant Vinny Antonio, mais derrière, c'est quand même assez ouvert.
même s'il y a 6 pays Falatea, on a l'impression que c'est l'éternel finisseur par son style de jeu qui est adoré par le staff. Voilà, on a presque à dire c'est pas une punition de mettre Falatea à chaque fois sur le banc et de lui faire passer quelqu'un devant. C'est que le staff veut vraiment les 30 minutes de Falatea à la fin, qui avait été énorme par exemple en novembre contre l'Afrique du Sud. On parlait qu'ils avaient failli perdre. C'est quand même grâce à Falatea, c'est lui qui marque et que tu gagnes les box. Donc ils ont gagné beaucoup de crédit. Doral Deguerre a montré qu'il avait le niveau international. De là, être titulaire, j'irai pas jusque-là. L'avenir nous le dira, mais je pense pas. Et d'ailleurs, Winnie Antonio qui peut revenir contre le Pays de Galles. Donc on va vite avoir la réponse. Parce que voilà, aujourd'hui, il n'y avait pas Winnie Antonio, mais il peut revenir contre le Pays de Galles. Et je pense, sans trop m'avancer, qu'il sera titulaire contre le Pays de Galles. À voir désormais qui c'est qui sera remplaçant. Peut-être Doral Deguerre, ce sera quand même une surprise. Puisque ce sera très dur pour CPI Falatea, mais on s'avance un peu trop peut-être, on le verra rapidement avec les entraînements cette semaine. Ouais, bon, le seul poste aujourd'hui, je pense qu'il peut y avoir vraiment une sorte de match, enfin, si tout le monde est valide, je pense que c'est à l'aile. Bon, Dumortier-Villiers. Tan Dumortier a quand même, pour moi, réalisé 4 prestations très convaincantes. Oui. Gabin Villiers, c'est un joueur fabuleux, physiquement aujourd'hui, ça reste un vrai point d'interrogation. Donc c'est vrai que voilà, si jamais Gabin Villiers revient, entre guillemets, redevient un joueur de rugby à part entière, qui ne se blesse plus, c'est ce qu'on lui souhaite. Arrive à enchaîner, voilà, on lui souhaite. C'est quelqu'un qui a été très précieux pour le 15 de France et un joueur avec un très beau parcours, donc je lui souhaite évidemment. Mais c'est vrai que là, il peut y avoir vraiment une question, parce que Tan Dumortier a quand même des sérieux atouts. Oui. Mais c'est ce qu'on disait, que tous les joueurs montrent qu'ils ont le niveau international. Voilà. Aucun joueur se trouve. Est-ce qu'il y a d'autres questions Il y a une dernière, on va prendre une dernière question avant de clôturer. Sur le banc, c'est un peu aussi là encore, on se projette peut-être un petit peu trop vite en fonction des joueurs présents, mais est-ce que le banc aujourd'hui en 5-3 remet pas un débat sur est-ce qu'on garde un 6-2 qui a tant marché ou est-ce qu'on revient sur un 5-3 Voilà, c'est la question que les gens se posent dans le chat encore une fois. Sur le moment, quoi, là, le 5-3 a tellement bien marché qu'est-ce qu'il faut repartir au 5-3 à marcher, finalement, il n'y en a pas eu tellement besoin des finisseurs pour gagner. Il y a plein de matchs où les finisseurs ont été déterminants. Aujourd'hui, voilà, les finisseurs sont rentrés, ils ont participé à la fête, tant mieux pour eux. Ils pourront dire qu'ils ont été sur le terrain aujourd'hui. Je sais pas, après, il y a différentes religions. Moi, j'avoue que moi, je suis assez fan j'aime bien le 5-3 parce que je trouve qu'avoir que 2-3 quarts, c'est quand même hyper limitant en termes d'options, des fois stratégiques. Mais ça dépend le 3 quarts que tu as. Oui, ça dépend effectivement, mais la configuration où on a Maxime Loukou et Mathieu Jalibert, ce qu'on a quand même le plus souvent en équipe de France, je trouve que c'est quand même assez. T'en viens vite et quand même à faire du bricolage, alors que des fois qui peut être plutôt heureux. C'est comme Makalou face au box, vous avez surpris. Et voilà, quand je vois que Mathieu Jalibert rentre à l'arrière, alors qu'il a quand même pas énormément de repères à ce poste, quand on voit qu'on est obligé de réorganiser toute la ligne de 3 quarts, de décaler un centre à l'aile, tout ça, je suis pas trop un adepte. J'avoue que après, si demain on joue les box, peut-être que je ferai 6-2. Je dis pas sur des matchs comme ça, mais voilà, je trouve que le 5-3 il t'apporte quand même une forme de sérénité derrière. Je trouve, voilà. Après, si tu pètes en 3e ligne à la 5e minute. Oui. Mais après, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça dépend des adversaires. Ce sont des débats qui sont nés parce qu'aujourd'hui, tous les joueurs sont polyvalents. Parce qu'on parle de l'arrière, et Tan Dumortier, il a déjà été titulaire avec Lyon cette année avec le 15. Damien Penaud peut jouer au centre, Romain Tamac peut jouer 12, Gaël Ficou à l'aile. Enfin, bien évidemment, ils peuvent tous jouer partout. Il peut faire 10 minutes en 3e ligne. Moefana, il peut jouer centre et ailier. Donc tous les joueurs peuvent jouer partout. On a envie de dire, à part des postes clés comme demi-mêlée, ce que tu as sur le banc et Maxime Lucu, et peut-être demi d'ouverture. Mais là encore, tu as Thomas Ramos si jamais il y a blessure de Romain Tamac. Aujourd'hui, Romain Tamac qui se blesse au quart de jeu, c'est Thomas Ramos en 10 et Méline Jamine à l'arrière. Ou t'as Dupont qui peut glisser en 10. Oui, voilà, non, mais tu peux tout faire. Tout faire. Après, au bout d'un moment, il faut vraiment bricoler. Mais bon, avec des joueurs comme ça, tu peux tout faire. C'est des cas de force majeure. Voilà. Donc voilà. C'est ta dernière question ? C'était la dernière question du chat, oui. Alors avant de clôturer, quand même un petit point classement, parce que j'en ai parlé. Les Français aujourd'hui sont à égalité de points avec l'Irlande, bien sûr avec un match en plus. Les Français ont joué 4 matchs, ils ont 15 points. Les Irlandais ont 15 points avant de se déplacer en Écosse. On l'a aussi évoqué, demain, ne loupez pas ce dimanche, 16h, Écosse-Irlande à Murrayfield. Donc quand même on a envie de se dire, il y aura match. Demain. Voilà, déjà on sera tous écossais. Dwayne Van Der Merwe, on espère qu'il sera meilleur que sur la police Stade de France. C'est le Finn Russell Game. Voilà, c'est le Finn Russell Game. C'est pour toi. Mais voilà, il devrait y avoir match quand même. Écosse-Irlande en Écosse. On espère au moins pour avoir au-delà, alors en plus au-delà du côté franchouillard, c'est pour avoir une belle dernière journée avec un vrai suspense. Parce que c'est vrai que si l'Irlande fait 5 aujourd'hui, alors officiellement ils n'auront pas gagné le tournoi ni fait le Grand Chelem. Bon, on a tous vu les matchs. On aura très peu d'espoir. Voilà. Non, c'est vrai, on aura très peu d'espoir. Du coup, ensuite, Irlande-France 15 points. Vient ensuite l'Écosse 10 points, mais elle aussi un match en moins. L'Angleterre 10 points.
Donc on se dit que les Anglais ça va être compliqué pour finir mieux qu'au 4e, vu qu'ils doivent aller en Irlande et que l'Écosse reçoit l'Italie lors de la dernière journée. Donc c'est compliqué. 3 équipes à 4, c'est pour ça qu'ils s'imposent. Voilà. On peut avoir 15-15-14 ou 15-15-15 et les 3 équipes qui reçoivent pour gagner le tournoi. Avec une Écosse qui a le meilleur calendrier, avec l'Italie bien évidemment. Pays de Galles du coup 5 points. Voilà, le Pays de Galles s'est un peu rassuré à retrouver le sourire à Rome. L'Italie est retombée dans ses travers, on a envie de dire. Très bon Rhys Webb. Avec voilà, à chaque fois l'Italie c'est la période de Noël, février-mars avec les cadeaux, les bévues. Mais bon, c'est pas grave. Italie, du coup, un seul petit point. Voilà, les Italiens qui passent à la France. Voilà, qui vont tout droit vers la cuillère de bois. Encore une. Voilà, merci messieurs. Merci à toi. C'était une belle émission, un magnifique match. Un match historique, une belle émission. C'est ce que l'on se devait de faire. À vous, les auditeurs et les spectateurs. Bien évidemment, déjà sur Rugbyarama, il y a énormément d'articles, avec notamment ceux de Jérémy sur ce match. Il y en aura tout le week-end, c'est normal. Sur Midi Olympique aussi, achetez le journal, parce que lui aussi devrait être collector. Peut-être que dans 15 ans, vous serez fiers de ressortir le journal du Midi Olympique de ce 11 mars, du coup qui sortira le 13. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve sur Rugbyarama demain pour Écosse-Irlande. Merci messieurs. Merci à toi. Ciao, ciao. Merci. Ciao.